C'est pas grave. Comment ça va tout le monde? Vous avez pu voir petit rebond sur le marché. Profitons-en. Peut-être une porte de sortie avant d'aller plus bas. On aura l'occasion d'en discuter avec Léo. Vous êtes en face de la keynote d'Éric Larchevêque. Il paraît, ouais. On regardera ça avec grande attention après l'émission pour savoir ce qu'il a à nous conter. Apparemment, il a du retard, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, vous avez pu voir sortie de Monade. Sortie du Layer 1 Monade tant attendu au prix de l'ICO. On est à 2,6 milliards de dollars de capitalisation actuellement, en sachant que la configuration de marché elle n'est pas exceptionnelle, donc rien d'étonnant, j'ai envie de dire. Voilà. Est-ce que ça va aller plus haut? Est-ce que ça va aller plus bas? Difficile à dire. En tout cas, juste pour ceux que ça intéresserait de shorter, faites attention à quelque chose pour Monade. Comme c'est nouveau, que ça vient de sortir, il y a des NFT, il y a des meme coins, des trucs comme ça, donc il y a des gens qui vont quand même acheter du Monad pour faire des bêtises on-chain. Et en plus de ça, il y a une incitation du côté de Coinbase via leur plateforme ICO pour garder le jeton au moins 30 jours avant vente, puisque Coinbase avait proposé cette option, ce qui fait que ceux qui réutiliseront la plateforme ICO de Coinbase auront des meilleures allocations si jamais ils gardent le jeton Monade plus de 30 jours. Est-ce que après les 30 jours ça va donner quelque chose de bien? Je ne sais pas. Moi j'avoue que je suis très réticent vis-à-vis de Monade, mais comme ça vient de sortir, je tenais à vous en parler, histoire de meubler un petit peu. Il y a effectivement, on me dit dans le chat, il y a Fogo qui va pas tarder, tout à fait. Alors Fogo c'est un petit peu le mélange Hyperliquid et Solana. C'est le client d'exécution de Solana, avec la logique Hyperliquid, c'est-à-dire un nombre de validateurs très limité, pour avoir des performances qui sont meilleures que celles de Solana. Donc ça aura peut-être son petit buzz au lancement. Je donne pas trop cher de sa peau sur le moyen long terme, mais je peux me tromper. Voilà, des blocs de 40 millisecondes, index en surcouche, etc. Pourquoi Solana fait la promo de Monade? En fait, c'est que Solana, ils sont dans le Internet Capital Market. En gros, merci pour le sub. En gros, l'idée, c'est que Solana devienne le layer 1 pour les DEX. C'est-à-dire, comme Hyperliquid, tu veux acheter du Zcash, tu peux aller sur Solana. Tu veux acheter du Hype, tu peux acheter sur Solana. Tu veux acheter du Monad, tu peux acheter sur Solana. Sans passer par une plateforme centralisée, en fait. Donc, voilà, le Solana, je pense, se sent menacé par Hyperliquid, donc renforce sa présence. Excusez-moi. En termes de finances décentralisées, donc il passe par un partenaire pour ça. L'arrivée de VecProg sur Caspa, ça t'intéresse? Alors, j'ai pas suivi. Je t'avoue que Caspa, je restais un petit peu sur ma faim. J'aime bien la proposition de valeur, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que ça m'enchante plus. Merci. Le mec est millionnaire, mais à chaque émission, il buzz. C'est pas vrai. C'est que les émissions précédentes, Picsou, il était à Bali. Et là, il vient de rentrer. Et du coup, il y a tout le setup qui a changé. Donc, il doit tout réinstaller. Et ça a été un mauvais timing simplement. Mais c'est pas grave. On va continuer l'émission. Vous noterez que l'émission, d'ailleurs, est soutenue par Gemini. Donc, on fera le point dessus dans cette émission. Gemini qui propose des tokenized stocks, c'est-à-dire la possibilité d'acheter sur des actions en bourse directement sur la blockchain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, on aura l'occasion de refaire le point sur ça. Ça permet aussi un petit peu tout le monde d'arriver. Question pour le chat. Vous, est-ce que ces derniers jours, avec la baisse de Bitcoin et Ethereum, vous avez paniqué ou à l'inverse, vous avez fait des petites emplettes, vous avez fait des achats, ou est-ce que vous n'avez rien touché? Sachez que moi, de mon côté, j'ai rien touché très récemment. Il y a quelques jours, j'avais vendu du pump parce que je trouvais le prix absolument aberrant. Donc j'ai vendu à 0,33. Picsou devrait revenir. On a quelqu'un qui est rentré aujourd'hui. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que ça saccade ou est-ce que c'est bien? Moi, je dirais que ça, c'est bien. Je laisserai le chat dire, mais moi, je t'entends bien. Dites-nous dans le chat. Vente de longue, quelques premiers ordres d'achat touchés, le BT, top, ok, ça a l'air good, j'ai racheté rien touché à peine. J'ai dû faire traverser un câble internet au travers de tout mon appart. Faut être sûr que ça game marche. is game, hein. Mais tant mieux. Bon, enfin, tant mieux, on t'entend bien, gars. Du coup, t'écoutais peut-être avec le micro coupé, j'ai fait le point un peu sur Monade. Moi, j'ai vu que tu parlais de Fogo. J'ai parlé de Fogo, tout à fait, qui va sortir son jeton. Je sais que t'es investisseur dessus. Ouais, j'avais investi via Echo, via Echo Sonar. Il y a un petit bout de temps. Après, j'avoue que j'ai pas du tout suivi. Je sais pas du tout ce que ça va donner. En général, je fais confiance à Kobe et son groupe entre guillemets officiel pour Ape dans ce qu'il propose. Mais bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Et ouais, du coup, Solana qui propose Monad, etc.
Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, sachant que en plus Monad c'est EVM, c'est même pas SVM, non? Ouais, c'est EVM, mais en fait, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est que dès que tu as un jeton qui sort, Day One, tu puisses l'acheter on-chain sur Solana. Voilà, c'est ça le plan en fait. Bah en gros ils essayent de concurrencer les listings HL avec Unit, Ouais, etc. Parce que ouais, Unit tout à fait. sur HL a listé instantanément. Et bah, du coup c'est là où j'ai dump, donc c'est plutôt pratique. Mais ouais, je sais pas, franchement Monad. D'ailleurs, moi je me suis bien amusé sur Polymarket. On en avait parlé Ouais, dernièrement et tout. Ouais, j'ai pas mal tradé des buys sur Polymarket, notamment sur tous les tokens qui arrivent. Tu sais, parce que ouais, tu as un système de pré-market où tu peux genre parier sur la valorisation du token, genre un jour après son lancement en termes de FDV. Donc j'essaye de pas mal spéculer sur ça, notamment sur les lancements où j'ai pas mal de connaissances, ou genre que j'ai pas mal suivi. Donc il y avait Monad sur lequel j'avais parié sur le fait que ça allait pas avoir plus de 5 milliards de FDV. J'avais même parié que ça allait être en dessous de 2 milliards de FDV un moment, parce que genre les cotes elles étaient trop en faveur du fait que ça allait être au-dessus. Et au final j'ai fait quelques trades sympas dessus. J'ai tradé aussi mais du coup j'ai tout close là. Du coup j'ai tradé aussi tu sais, il y avait la Fed qui on savait pas hmm, s'ils allaient baisser de 25 bips ou pas au 10 décembre. ouais. Du coup, j'ai tradé ça. En gros, à un moment, la proba que la Fed baisse de 25 bips, c'était genre 20, 25, 25%, 30% sur Polymarket. Et là, du coup, j'ai mis une petite sacoche à ce moment-là. Et du coup, bah, je suis rentré en moyenne à 30. Et genre là, je crois qu'on est à 75. Ouais. Donc, j'ai Et fait des quand petits c'est trades. comme ça, tu fais x2? Comment ça se Ouais, passe? ouais, j'ai vraiment fait x2. Ouais. Ouais. Putain, c'est stylé, hein. Et en fait, je TP en ordre limite. Donc, ça s'est plutôt bien passé. J'ai aussi parié sur. En fait, il y a plein de gens qui lisent pas les conditions des paris, mais typiquement, moi, sur Lighter, j'avais le parti pris qui ferait pas un airdrop ni un TGE cette année. Et du coup, tout le monde dit OK, quelle sera la valeur de Lighter? OK, quelle sera la FDV un jour après Mhm. le lancement? Sauf que quand tu regardes les détails des conditions de resolve du pari, et ben en fait, tu te rends compte que s'ils sortent pas un token d'ici le 31 décembre 2025, les marchés se résolvent à non, en fait. Du coup, en gros, il y a plein de gens qui parient sur le fait que ça va être, je sais pas, au-dessus de 1 ou 2 milliards de FDV, mais ils n'ont pas compris qu'il y a un monde où s'il n'y a pas de token cette année pour Lighter, bah ça va résoudre en non, tu vois. Donc moi, j'ai parié sur Hmm. ça. J'ai parié sur le fait qu'ils n'allaient pas sortir de token cette année aussi. Donc peut-être que j'aurais tort, j'en sais rien. Mais j'essaye de pas attendre nécessairement la date d'expiration ou de fin de résolution du pari, mais plutôt d'essayer d'estimer des moments où genre le marché Ouais, regarde mal les conditions et où où je me dis qu'il y a des plays à prendre. Donc j'ai fait ouais. 2-3 trucs comme ça. Mais sinon, j'ai testé aussi, tu sais, parce que tu peux parier sur le prix de s'il va monter ou pas toutes les 15 minutes. Ils ont des trucs comme ça qui sont faits. J'ai testé, mais c'est vraiment pas assez liquide en fait. Et en vrai, Ouais. mon gros reproche à Polymarket d'une certaine manière, c'est que c'est totalement illiquide. Tu vois, genre tu peux pas placer des grosses sizes. Et puis même, genre par exemple, sur des marchés pré-market, genre est-ce que Lighter va lancer son token d'ici la fin de l'année, ou est-ce que j'en sais rien, Monad va faire plus de X de FDV et tout, tous ces trucs-là. En fait, moi-même, je fais bouger les cotes, tu vois, et j'y vais Hmm. vraiment doucement. Donc, en fait, soit faut être sur des gros marchés, soit faut être très patient et se placer en ordre limite, parce que sinon, en market, tu arraches tout, quoi. Ouais, et en plus, tu te fais dézinguer par les frais, paraît-il, en market. Mais il y a pas de frais ici. Mais j'ai vu des gars se plaindre. Alors, c'est peut-être un C'est spread ou spread, un en truc fait. comme ça. Pour moi, Ouais, c'est spread 100%. ouais. Mais j'ai vu des gens dire que, ouais, en market, tu te fais vraiment découper. Et que par contre, à l'inverse, tu peux faire vraiment des big plays en étant en limite, ouais. Ouais. Bah, en fait, en fait, ce qui était marrant, c'est que pour moi, il y a des choses qui allaient vraiment jamais arriver. Et en fait, t'as des mecs qui se mettent à 99%, enfin, en gros, à 1% de proba, et ils font que bid parce qu'ils sont en mode, le peu de chance que ça arrive, genre, je fais x100, tu vois. Sauf que moi, ça peut me servir de liquidité quand je suis convaincu que ça n'arrivera jamais, tu vois. Et du coup, Ouais. j'essaye de faire du volume, des trucs comme ça, des trucs de con. Enfin bref, je teste, je m'amuse. Pour l'instant, la plupart de mes paris sont très bien passés, donc on verra. Peut-être que ça se retournera contre moi. Mais dans le chat, vous suivez Polymarket ou pas du tout? Alors, on a des nouvelles du projet d'Éric Larchevêque.
bon, du coup, on est en plein live en même temps, mais apparemment, c'est une boîte autour de Bitcoin qui s'appelle The Bitcoin Society. On aura l'occasion, on fera le point dessus, on regardera cette semaine, du coup, on est en plein live, on découvre. Tiens, il y a Nathan en fondateur. Et Tony Parker. Incroyable. Putain, incroyable. Ce truc de fou. Vas-y, on regardera ça plus tard, ça va être intéressant. Merci beaucoup d'avoir mis le lien dans le chat en tout cas. Et ouais, j'ai jamais utilisé Polymarket. Toi, tu utilises un VPN pour pouvoir l'utiliser? Moi, je suis pas en France. Depuis Malte, c'est bon. Mais ouais, en France, t'es obligé de mettre un VPN. Ouais. Et du coup, ouais, tu déposes en USDC sur... c'est quoi? C'est sur Polygon? C'est sur... Alors, attends. Ouais. En fait, tu peux déposer de n'importe où. Hein. T'as toutes les chaînes possibles. T'as vraiment tout. Je crois que tu peux même déposer en BTC, tu peux déposer en ce que tu veux. Moi, j'utilise Arbitrum pas mal, c'est utile. Ouais. Bah oui, Arbitrum. Je me demande bien de quelle plateforme tu bridges pour Arbitrum. Ouais. Bah bientôt plus d'eux, hein, parce que il va y avoir le lien Hypercore HyperVM qui va être live pour l'USDC. Et en fait, tu pourras directement échanger de l'USDC qui est sur ETH ou sur Solana pour de l'USDC qui est sur Hyperliquid ou sur l'HyperVM. Donc ça sera bien utile aussi. J'attends ça avec impatience. Question Léo, du coup, puisque t'étais pas la semaine dernière, par ma faute. Là, bon, Bitcoin est tombé à quoi? 81 000, 82 000, quelque chose comme ça. On est actuellement à 88 000. À court terme, court moyen terme, tu vois les choses comment, toi, là? Alors attends, je peux te montrer un graphique peut-être? Avec plaisir. Hop, autoriser. Alors attends, tu vois mon écran là, non? Oui. J'enlève le chat. Hop, ouais. C'est bon. Ouais. Bah du coup pour moi c'est assez simple. Pour moi c'était vraiment cette grosse zone qui était intéressante. En fait la zone sur laquelle on a rebondi c'est pas une zone anodine, c'est les 38% de retracement de toute la hausse. Et à mon sens c'est un peu ça qui conditionne un bull market ou non, parce que on avait eu des retracements. Là t'es en monthly d'ailleurs, ouais. Ouais, là je suis en mensuel, mais comme vous voyez que si vous prenez le bottom ici, vous avez les 38% qui se placent ici. Si on se place en plus petite unité de temps, on voit que c'est littéralement le prix qui a été défendu. On est passé rapidement dessus, mais direct, on a repris. Et en fait, pour moi, la thèse, elle est très simple. Hein. C'est que, en vrai, actuellement, je crois bien dans ce bottom-là, parce qu'il est plutôt bien situé. Et surtout parce que, en fait, en vrai, on a fait tellement mal à tout le monde, genre tellement tout le monde est estoré. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est une dinguerie. Et le truc, c'est que pour moi, si on perd ce low ici, donc imaginons ça, c'est pas le bottom, mais au final, on continue ici. Mais en fait, je pense que on va accélérer fortement. Enfin, le monde où on break ce low et on enchaîne avec ce low, genre, je pense qu'il y a un monde, c'est panique à bord, tu vois. Ah bah, et ce monde-là, pour l'instant, je l'imagine pas trop. Là, pour le coup, tu as 61-78% de retracement de toute la hausse d'ici. Tu as les 38% de retracement ici. Et tu avais une grosse zone pivot ici qui nous servait de support et ici qui nous servait de résistance. Donc en fait, là, pour moi, tu as la grosse zone qu'il faut absolument défendre. Et à un moment, quand on était vraiment bas, j'hésitais à long et tout, mais j'ai perdu mes couilles, honnêtement. Mais tout le monde, je pense. Tout le monde, frérot. Je regardais le reste, tu vois, je regardais hype et tout, mais voilà. Donc moi, en soi, ce bottom, j'y crois bien d'une manière parce que ce bottom, j'y croyais bien déjà. C'est un beau retest. En plus, ce bottom-là, on chasse et ensuite on redécolle. En général, on n'aime pas genre avoir des creux super proches et ensuite de rebondir comme ça. Enfin, quand les creux sont trop proches, souvent c'est une chasse de liquidité qui, enfin, tu vois, genre après derrière on repart, on fait un truc comme ça. Et donc vu que je crois à ce bottom et que je vois pas de meilleure localisation pour rebondir, par défaut actuellement c'est ce dans quoi je crois. Après honnêtement, moi je regarde pas mal les EMA, tu vois, qui nous permettent d'avoir des bonnes tendances. Et même si genre c'est le bottom et qu'on a un rebond qui est fort, etc., je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'on chope encore dans cette zone-là, qu'on se fasse encore un peu peur, tu vois. Ah mais c'est sûr, parce que là, disons que franchement, bon, il y a le côté psychologique, c'est bearish et tout, mais d'un point de vue, on va dire vraiment, c'est les cycles de 4 ans, la correction qu'on s'est pris, etc., ça fait penser à un bear market, hein, malheureusement. En fait, le truc, c'est que on peut tous penser ça, mais la réalité, c'est que en fait, la finance traditionnelle, elle ressemble à ça, en fait.
Genre, c'est ça qui est le plus effrayant, c'est que la finance traditionnelle, elle est absolument pas dans un bear market. Alors après, si t'enlèves l'IA, évidemment, mais factuellement, quand tu vois le S&P comme ça, quand tu vois le Nasdaq, enfin l'US 100 comme ça, et que tu vois BTC prendre aussi cher, c'est un peu effrayant. Et d'ailleurs, je dis peut-être de la merde, mais je crois que BTC, au cycle d'avant, avait top avant le S&P. Je vais rajouter ça. Ouais, c'était ça. Si tu regardes ici, t'avais le S&P qui continuait. Et là, on avait eu un énorme retracement de 64 000 dollars à 29 000, tu vois. Mais le S&P continuait. Et du coup, en fait, c'est BTC qui a top avant le S&P. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'on est dans un scénario similaire où en fait, t'as la TradFi qui continue à monter. Ici, t'as fait une sorte de top. Pour autant, tu perds pas la tendance haussière en grosse time frame. Et ensuite, tu repars d'ici et je sais pas. Franchement, c'est un peu chaud. En fait, je pense que le plus simple pour vous donner mon opinion sur le marché, c'est de vous donner mes positions, personnellement. Moi, c'est très très simple. J'ai quasiment que du stable. Et j'essaye d'acheter, et j'ai déjà un petit peu acheté Hype. Je crois que mon prix d'entrée moyen, il doit être à 31 là. Parce qu'en fait, en gros, ce que je vous ai expliqué, c'est que en gros, j'ai tout vendu ici. Ensuite, j'ai essayé de racheter là. Et puis, genre, j'ai revendu là. Puis après, j'avais racheté sur toute cette baisse ici. Ensuite, j'étais plus ou moins sorti BE ici ou en léger profit. Et ensuite, on avait fait un peu du n'importe quoi. Donc après, j'avais re-in. Et ensuite, j'avais hedgé ma position. Donc, hedger ma position, c'est-à-dire que je shortais l'équivalent de ce que j'avais acheté en spot. Ensuite, j'ai coupé mon hedging. Enfin, c'est comme si j'étais toujours hedgé, mais que au lieu d'avoir genre du spot et une position perp short, bah, j'ai tout coupé. Et du coup, maintenant, je commence à recréer une position spot sur Hype, en fait. Une des raisons à ça, je peux peut-être vous montrer. Hop. Voilà, je crois qu'on voit mon écran. C'est que bah, sur Hype, on est à 11 milliards de market cap, bon, disons 10,5, un truc comme ça. 10,5 milliards de market cap. Bon, alors après, il va y avoir les unlocks et tout, hein, qu'on se mette bien d'accord sur ça. Donc, mécaniquement, avec les unlocks, ça va faire un market cap qui est plus élevé. Moi, je pense que si Hype génère, je sais pas, même genre dans un bear market, disons, genre, il génère disons, actuellement, il génère 1 milliard à l'année, ok? Ouais, et il ferait dans un bear 400 millions. market, ouais, disons 300-400 millions, un truc comme ça. Genre, c'est pas un si mauvais prix, parce que, en fait, si ça continue et qu'ils font toujours autant de revenus, ils buy back pour l'équivalent de 10% de leur market cap par an. Et si pour moi, j'exclus les unlocks parce que je pense pas que la team va vendre massivement, mais on peut aussi incorporer ce scénario, hein. Faut être honnête. Mais pour moi, s'ils rachètent pour 10% de leur market cap par an, c'est genre astronomique. Enfin, c'est tellement. C'est pas mal. ASX. Attendez, je vais essayer de vous retrouver. Ah ouais, parce qu'en fait, en C'est pas gros, mal. maintenant, c'est des gens que je connais qui ont fait ça. Vous allez dans More et Stats et vous avez le nouveau dashboard stats de HL. Ok. Qui ont fait ça, c'est vraiment enfin, ils sont vraiment top. Vous pouvez regarder tous les revenus, etc. Et tu vois, actuellement, on a buyback pour l'équivalent de 10,6%. Du circulating, ouais. Du circulating, et l'équivalent de 3,6% du total supply, en fait. Donc, si ça continue comme ça et que le prix stagne, ou même si le prix baisse, ça va accumuler de plus en plus fort. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des grosses secousses à court terme et que si la team s'avère vendre, bah là en fait, c'est très simple, hein. La team vend, on est cook. Genre, en vrai, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de thèse. Si la team HL vend les unlocks, genre le projet va à zéro. Enfin, ouais, je pense. Le prix va à zéro et je pense que la communauté va prendre un grand coup dans la gueule. Ça, honnêtement, j'ai du mal à y croire. Est-ce que peut-être ils vont dire... parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, de ce que j'ai entendu dire, c'est qu'en fait, il y a des gens de la team qui étaient là de HL de base, qui sont partis, et puis en cours de route, il y a d'autres gens qui sont revenus, enfin, qui sont arrivés, je veux dire. Donc, ça veut dire, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui contribuaient au début, qui sont plus dans la boîte, et qui ont le droit à leurs tokens, qui vont vendre ces tokens-là, et puis ça va s'arrêter là, tu vois. Mais le problème, c'est que la team ne communique pas, donc on ne sait pas ce qui se passe.
Donc pour moi, la team, elle est très simple. Si la team vend une proportion importante de ce qu'il reçoit, ou même tout court, je pense honnêtement, ça va être. Enfin, je pense que le prix va genre vraiment baisser de malade mental. Il n'y a pas à Clairement. dire. Mais s'ils ne le font pas, ce qui, je pense, est toujours le scénario le plus privilégié, ça veut dire que la baisse récente et genre la panique qu'il y a sur le marché, elle peut s'atténuer, voire s'éteindre en un instant avec Ouais. en l'espace d'un tweet ou juste le fait qu'il ne fasse rien en fait. Donc compliqué. Mais tout ça pour vous dire qu'ils font toujours autant de revenus, ils rachètent toujours une grosse partie du supply et que franchement s'ils font pas les cons, à ces prix-là, pour moi, c'est pas déconnant. Alors après, est-ce que j'ai ma size entière à ce prix-là? Non, évidemment que non. Je dirais que j'ai de l'ordre de 20-25% de ce que je voulais acheter. J'ai des ordres jusqu'à 18 avec un skew qui est faible. Le skew, c'est Remets-toi sur la bonne fenêtre, peut-être. Je pense que tu n'es pas genre, sur la bonne je peux vous fenêtre. montrer. En Ouais. fait, ici, vous avez l'onglet Scale en haut à droite dans l'onglet Pro sur HL. Vous faites Scale et ensuite, vous pouvez entrer un prix de début, disons 10, un prix de fin. Et donc là, ça va, genre en fonction de ce que vous mettez ici, ça va créer des ordres entre 10 et 30 dollars sur Hype. Mais disons que moi, je veux spécifier le nombre d'ordres. Donc maintenant, je veux 100 ordres. Je veux créer 100 ordres entre 10 et 30 dollars. OK? Et maintenant, j'ai le skew. Et en fait, le skew, c'est quoi? C'est le multiplicateur de quantité entre le prix d'entrée et le prix de fin. Donc si je le mets à 0,2, attends, 0,2, voilà, ça veut dire que en gros, mon prix de départ, il va être 5 fois plus gros que le prix de fin. Mais par exemple, vous pouvez faire un désordre qui sont très proches du prix, qui sont bien plus élevés, j'aurais pu faire 3. Et à ce moment-là, 3, ça veut dire que l'ordre le plus proche, enfin, le plus haut dans ma fourchette est 3 fois supérieur à mon ordre tout en bas, quoi. D'accord. Vous pouvez le faire aussi à la vente. Donc en gros, ce que ça vous permet de dire, c'est bah, je veux acheter ou vendre dans une fourchette de prix, mais c'est pas obligé que ce soit ça peut être n'importe quel asset, spot ou perf sur HL. Et en fait, derrière, vous pouvez définir le coefficient pour que la quantité on batte ta fourchette soit super élevée ou super faible. Et que ça impacte le reste de tous tes ordres qu'il y a dans ta fourchette, en fait. Donc moi, ça m'est très utile, notamment pour acheter, parce que genre j'achète dans une fourchette qui est très large, avec un skew qui est bas. Comme ça, si jamais il y a une mèche ou il y a un truc, ça fait que bah, plus le prix baisse, plus j'ai des ordres qui sont gros. Plus tu charges. Ouais. C'est ça. Et si jamais je me fais pas fil et que je commence à voir des structures se créer, des sortes de retournements, etc., bah à ce moment-là, je vais supprimer ces ordres fourchettes et je vais peut-être les remonter, tu vois. Genre, je vais les faire commencer d'un prix beaucoup plus haut. Tout ça pour vous dire que j'y vais vraiment tranquille. Il y a pas besoin d'être super pressé et tout. J'y vais vraiment tranquille. Et en fait, ce qui est aussi choquant, c'est à quel point HL est relativement peu liquide. Parce que typiquement, vous regardez en dollars, bon là, il y a un wall de 5 millions qui s'est mis. Mais d'habitude, pour monter plus haut, généralement, il y a très peu d'ordre dans l'order book en spot. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça veut dire quelque chose, mais en soi, une grosse partie de l'activité de trading de hype se passe sur les dérivés. Et du coup, quand ça se passe sur les dérivés, quand tu as des gros ordres de vente ou d'achat sur les dérivés, ça peut impacter l'order book spot, en fait. Et tu as des gens qui réagissent en plus de ça. Bref, j'ai assez parlé, je te laisse reprendre la main. Aucun problème, frérot. Mais du coup, tu nous parles de hype, pas de BTC. Tu prends pas position sur BTC? Bah, en vrai, on est dans une zone qui est vraiment intéressante. Mais pour l'instant, en fait, je suis pas. En fait, le truc, c'est que c'est compliqué d'avoir de la size sur les deux. Parce que, en fait, c'est les deux assets qui m'intéressent. Et vu que BTC est pas volatile, enfin, beaucoup moins volatile que ce qu'on trade d'habitude, peut-être. En fait, il faut que je size beaucoup plus lourdement sur BTC pour que j'ai pour que j'ai des PNL qui m'intéressent davantage, parce que mécaniquement c'est moins volatile, il faut que je mette plus de capital pour que ça fasse un ROI similaire, quoi. Bien sûr. Le truc, c'est que, en fait, moi j'ai envie de m'exposer aux deux, et Hype c'est le truc sur lequel je vois le plus de potentiel. Après, BTC n'est pas inintéressant, c'est littéralement le seul altcoin que je regarde avec Hype. Donc, pour l'instant, je sais pas, je suis en stablecoin avec un peu de Hype, et je tempo. Alors, je te challenge, Léo. Alors, première chose, déjà, excusez-nous, peut-être, le live, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'hyperliquide, mais c'est important parce que, en fait,
c'est un peu le nouveau élu des altcoins, hein, en fait. On a Ethereum qui a été extrêmement décevant. Solana, j'en parle même pas en ce moment, c'est absolument aberrant. Pump Fund qui buy back plus fort par rapport à son market cap qu'HL et pourtant ils font comme le sucre. Donc pour le moment, ouais, HL intéressant. Toi, t'as pas peur de Stunlock de la team, c'est pour très très bientôt en plus. Hein. C'est pour le 29, je crois. 29, ouais. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas d'infos sur le vesting, en fait. En gros, dans la doc officielle, ils disent que la majorité des vestings seront terminés d'ici le 27, fin 2027-2028, qu'il y en a certains qui continueront au-delà de ça. Mais en fait, il n'y a pas de smart contract sur Hypercore, là où leurs tokens sont. Donc, c'est pas écrit genre en 4K, ils vont recevoir tant de tokens ce jour-là, etc. Parce qu'en fait, les tokens eux-mêmes ne sont pas loqués. En fait, Ouais, je vois s'il n'y ce a que pas de tu veux smart dire. contract, tu peux pas mettre les tokens dans un contrat qui les investe. En fait, les tokens, Ouais. ils ont eu toujours accès. C'est juste que jusqu'à maintenant, ils les avaient stakés et ils y avaient pas touché, tu vois. En fait, le truc, c'est que, franchement, quand on y pense, Hyperliquid, ça a eu autant de succès parce que c'est un extrêmement bon produit, accompagné d'un extrêmement bon token, à mon Mhm. sens. Mhm. Je suis d'accord. Le problème, c'est que s'il y en a un des deux qui s'affaiblit, les deux s'affaiblissent en même temps. Bah, c'est Donc ça. si le produit devient merdique, le token va à zéro. Et si le token va vers le bas, ça décourage les gens, ou les gens qui utilisent la plateforme, vu qu'ils ont du hype, ils perdent de l'argent. Donc, enfin, ça crée des cercles qui sont un peu vicieux. Mais du coup, si on sait que, enfin, il en suffit qu'un genre foire pour que les deux foirent d'un coup, je vois pas pourquoi la team irait genre vendre de manière agressive dès maintenant. Ça ne fait aucun sens. Ils chouchoutent leur token, ils chouchoutent sa price action, ils chouchoutent la communauté. Après, les tokens, ils leur sont dus, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé pour, Mm. ils ont commencé en 2022, ils ont travaillé comme des chiens, ils ont créé un truc unique et qui vaut aujourd'hui 30 milliards, tu vois. Enfin, en FDV. Et 11 en market cap, ok. Jeff a dit dans des interviews que lui, il était en mode approche Amazon, qu'il visait le long terme et que genre, voilà. Après, on est en crypto, on n'est pas à l'abri des surprises, ils ont rien communiqué, compliqué. Moi, de ce que je Clairement. sais, ils n'ont pas vendu actuellement et ils vont recevoir leur token unstaké le 29. Mais j'ai du mal à croire que la team va vendre. Parce qu'en fait, si la team vend, en fait, le problème, honnêtement, c'est un problème plus global. Et c'est un problème en crypto, c'est les tokens de team. En fait, c'est bizarre pour une team de pas avoir de tokens. Mais en même temps, les tokens qu'a une team, c'est un peu des tokens auxquels ils peuvent pas toucher. Dans le sens où tu Bah touches oui, au token team, bah les autres, ils pètent un plomb. Donc en fait, en gros, genre, t'es baisé, quoi. Concrètement, t'es baisé. c'est Donc ça. peut-être qu'un moyen pour eux d'extraire de la valeur, ce serait soit de les staker à nouveau, et qu'à ce moment-là, ils vendent le yield qu'ils obtiennent avec le staking, soit qu'ils les lendent via le BLP, parce qu'il y a un système de lending borrowing qui va arriver sur HL, et qui vendent les intérêts, tu vois. Ouais, mais Ça peut ils être vont des faire une mécanismes magouille comme comme ça, je ça, pense, ouais. mais c'est compliqué pour eux de vendre, et du coup, c'est un peu une sorte de trésor de guerre maudit, quoi, qui vaut énormément, mais dont tu peux rien faire. Ouais. Bah en fait, le sujet de l'extérieur pour moi, hein, je connais moins, mais c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est que ce qui fait le succès de Bitcoin ou d'Hyperliquid, c'est le côté religieux. Sur Bitcoin, bon bah voilà, c'est Satoshi, il a 1 million de Bitcoin, mais il y touche pas. Et là, on est sur un parcours quasi sans faute, sur un marché qui est rempli d'arnaques, de trucs décevants, et pour une fois, on a un produit qui n'est pas décevant. Et en plus de ça, ils sont toujours, on va dire, en bull run, dans le sens où là, tu as les HIP3, tu as le gros mode dont on va parler. Donc en fait, ils sont dans le sens du vent, même si le marché est pas terrible ces derniers jours, ils sont dans le sens du vent. Donc s'ils vendent pas, bah ça continue et il faut qu'ils continuent de faire un sans faute et de délivrer des bêtes de produits et puis potentiellement ça va aller beaucoup beaucoup plus haut. Mais d'un autre côté, le risque aussi, et c'est un risque en crypto, c'est que tu peux te sentir pousser des ailes et pas vendre maintenant et il va t'arriver une couille plus tard et en fait, bah tu t'assois sur des centaines de millions de dollars les concernant. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir quoi. En fait, le truc, c'est que c'est compliqué. Moi, je pense qu'ils vont soit pas vendre, soit vendre une toute petite partie. Mais ce qui m'embête, c'est le fait que, genre, je suis pas certain qu'ils communiquent officiellement dessus. Hmm. Et s'ils communiquent pas officiellement dessus, ou sur leur plan, c'est compliqué. Et en même temps, tu te dis à leur place, imaginons à leur place, ils disent, ok, bah, on vend, je sais pas, 5% de ce qu'on reçoit tous les mois. Mais ça veut dire que le marché va l'anticiper aussi. Et va instant dump. Et, enfin, donc en gros, quoi que tu fasses, à part ne pas vendre, peu importe le degré de nuance que tu ajoutes, c'est ultra bearish en gros. Et donc en fait, ils sont un peu stuck en fait. Donc moi, je pense. En fait, c'est pour ça que je réfléchissais et je me disais, est-ce que c'est pas plus malin pour eux de prendre un pourcentage du revenu et de pas prendre un pourcentage des tokens?
Tu vois, au lieu Bah que ouais. Last Fund, ils récupèrent 99%, et ben eux, ils disent, on brûle nos tokens, mais en échange, enfin, enfin, brûle tes tokens, ou, enfin, en vrai, c'est compliqué par rapport à la gouvernance, même s'ils veulent pas, mais bref. Peut-être ils peuvent dire, on touche pas à nos tokens, Mm, mais en échange, on prend, je sais pas, 5 ou 10% des revenus, tu vois. mm, Genre, mm. directement en stablecoin. Ça peut être quelque chose comme ça. Le problème, pour moi, c'est vraiment un problème en crypto, c'est, t'es une team, tu dois avoir des tokens pour te récompenser d'une certaine manière, surtout si tu lèves pas, mais comment tu le fais une fois après? C'est-à-dire que tu ne peux pas cash out, et qu'en plus de ça, tu es esclave de ton token, parce que si le token baisse, en plus, c'est pour ta pomme. Donc c'est Ouais, très compliqué. c'est extrêmement compliqué. Et en plus de ça, ils peuvent pas jouer comme la Solana Foundation, jouer la boîte noire. Parce que tu remarqueras, Ethereum Foundation, quand ils vendent un peu d'Ether, on leur met la misère. Parce qu'on voit Non, mais tout. c'est parce qu'ils le font tout le temps, enfin, tout le temps, et surtout, enfin, c'est un impact, genre, visible sur le prix, quoi. Oui, mais parce que c'est transparent et que, en fait, ouais, les gens, ils aiment pas. Voilà, ils aiment pas. Mais Solana le fait, mais en fait, Solana, on le voit pas. On, Solana, ouais, je sais pas, frère. En fait, t'as pas les tokens de team ou des on founders, en a. fait. Non, non, mais T'as pas on les a adresses. T'as aucune rien. putain d'idée de ce qu'ils font du trésor. On sait pas quel trésor ils ont, on sait pas comment ils le dépensent, on en a aucune putain d'idée, c'est la boîte noire, Solana. Il y a des gens qui disent pourquoi pas vendre en OTC à Sonnet. Donc, Sonnet, pour ceux qui ne savent pas, ça devient Hyperstrat. Et en gros, c'est une date. Donc, en gros, c'est une boîte qui accumule un token. Pour le coup, eux, leur objectif, c'est d'accumuler du hype. Et derrière de le faire fructifier en utilisant ce capital, par exemple, en DeFi, et au passage d'onboarder la TradFi via un instrument financier auquel ils sont habitués. Ok. Hmm. Le problème, en fait, c'est qu'ils peuvent vendre en OTC à Sonnet, par exemple, donc à Hyperstrat. Mais même si c'est OTC, ça envoie un signal qui est... C'est-à-dire que tu as Bah beau oui. vendre OTC sans impact, c'est chaud. Et surtout, faut que tu sois sûr à qui tu vends, parce que cette personne-là, elle va vendre tôt ou tard, Ouais. d'une certaine manière, Et ça peut être probablement. encore pire, clairement. Ça peut être Donc une tu bombe à déportes retardement. la pression vendeuse aussi. Donc il n'y a pas de vraie bonne solution. Ils sont un peu esclaves de leur succès, Hmm. et très compliqué. Hmm. Ouais, bah on va voir. On va voir. De toute façon, je pense on va voir dès le 29. Hein. On est le 24, ouais, on va savoir dès le 29. Mais du coup, ouais, toi, tu trustes. Tu trustes le process sur Hype. Bah je trust beaucoup moins exposé qu'avant. Ouais, évidemment. Mais tu Mais pourrais être complètement sideline sur ce marché et tu choisis quand même de te faire gentiment une bah je suis position très spot. sideline. Je suis très sideline, mais je commence à me faire mon petit bac parce que je suis en mode $30, 10 milliards de market cap. Moi, ça commence à me parler, tu vois. Mhm, mhm. Bon, après, avec les unlocks, ce sera évidemment plus haut. Mais ouais, et c'est pour ça que, en fait, ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, on veut un airdrop HL et tout. Et je l'entends, hein. Enfin, moi, s'il y avait un airdrop HL, je serais le premier régalé. Mais le problème, c'est que du coup, tu as potentiellement double pression vendeuse. C'est-à-dire que tu as la pression vendeuse d'un airdrop. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un airdrop, hein, si jamais il y a un airdrop sur HL, ce sera forcément bearish. À part s'ils font des mécanismes qui sont très différents. Pour une raison X ou Y, je sais pas ce qu'ils pourraient inventer, mais ce serait très bearish. Et du coup, la partie unlock, si la team vend, c'est très bearish aussi. Donc, c'est pour ça que je pense pas qu'ils vont airdrop cette année. Je pense que ça servira pour la suite, et je pense que les gens aujourd'hui qui trade sur HL sont récompensés d'une certaine manière. Enfin, personnellement, j'ai une énorme conviction par rapport à ça. Je pense que les gens qui trade les marchés HIP3, dont on va parler un petit peu après, vont être aussi très fortement récompensés, parce que c'est un peu le futur de HL, hein, qu'on se le dise, le HIP3 et surtout Clairement. les perp market pour la TradFi. Je comprends totalement ton engouement de l'époque maintenant. Hein. C'est dans un marché crypto aussi Non, décevant. En fait, c'est la plus belle rotation que tu puisses faire pour être House of Finance on-chain. mais c'est ça, on a toujours rêvé de ça. Mm. Et des gens, ils me disaient, ouais, mais c'est pas si innovant, il y a tellement d'autres gens, d'autres endroits où ça se trade. Aujourd'hui, l'équivalent du Nasdaq 100, qui s'appelle le XYZ 100 sur HL, 255 millions de volume, tu vois. Bon, après, ils viennent d'activer le growth mode, etc. Bah Mais, oui, mais c'est le jeu. C'est le jeu. mais pour moi, Ils on va portent leurs arriver couilles. à 1, 2, 3 milliards de volume par jour sur des assets TradFi au format PERPS sur HL. Et pour moi, c'est ça qui change tout. Pour moi, c'est pour ça que je casse la tête à tout le monde avec HL. C'est parce que pour moi, je regarde simplement ce qu'il y a en crypto maintenant, là, tout de suite maintenant. Pour moi, il n'y a rien qui a un potentiel qui est plus grand, là, actuellement. Ouais, je suis d'accord. Et dans Je suis lequel d'accord. tu peux
potentiellement investir avec un token qui est aligné avec la réussite du projet. Et en plus de ça, tu as cette période de narrative perpdex où tout le monde veut farmer du volume avec des outils plus ou moins automatisés. Et ça fait mécaniquement aussi du volume sur HL et des frais. C'est ça. Donc après, les frais sont bien plus bas. Je sais pas si tu voulais expliquer ça un petit peu plus en détail. On va ou tu voulais que je l'expliquer fasse. pendant le Coin Hebdo, ouais. Ça On va marche. l'expliquer pendant le Coin Hebdo. On est sur une longue introduction, donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, juste un petit rappel, voilà, Bitcoin, un sentiment peut-être de bottom local de la part de Léo, parce que c'est vrai qu'on a essoré les gens, je suis d'accord, sur ça je suis d'accord. Donc ça dépend si vous voulez trader purement la psychologie, ou si vous vous dites, bon bah là on a cassé trop bas et c'est juste une bombe à retardement et on va aller plus bas plus tard. Moi j'avoue, je suis mitigé. Je maintiens mon plan qui est de protéger un maximum quand je le peux. Et puis voilà, de mon côté. Toi, très sideline, tu disais, genre plus de 70%, 80% de ton Ouais. capital, ouais. Ouais, parce que en fait, j'ai pas envie de rendre mes gains, Clairement, factuellement. clairement. Et je me sens pas pressé. Il faut pas. Je ressens pas d'urgence, en fait, tu vois. Genre, en fait, je me dis que après, il y a des opportunités en stab si tu veux faire du yield, etc. Il y a pas mal de trucs bien, tu vois. Il y a des trucs sur lesquels je me positionne. Mais globalement, dans l'ensemble, j'ai l'impression actuellement d'avoir plus d'upside à me concentrer sur BTC, hype et d'avoir beaucoup de stable que de m'intéresser à d'autres choses et d'être trop in dans le marché. Et au final, bah, j'ai pas du tout, enfin très très peu subi la perte, enfin la baisse du marché depuis les 110 000, 112 000, tu vois. Mhm. Donc Bien sûr. encore une fois sorti au milieu d'un range. Hein. Mais t'as raison, parce qu'en fait, on est sur un marché où les gens prennent position ou maintiennent des positions par addiction. Et le problème, ça écoutez bien, c'est que vous vous sentez presque obligé d'être tout le temps in, de peur de rater quelque chose, de peur d'être jugé peut-être, hein, parce que les réseaux sociaux vous poussent à constamment être De in, malade. grosse couille et tout. Et ça, vraiment, c'est un poison, mais un poison, vous vous rendez même pas compte, parce que, tu vois, semaine dernière, t'étais pas là, Léo, je demandais aux gens, vous en êtes où, et tu vois des 100% in, 100% spot, 100% alt et tout. Et c'est terrifiant. J'ai été cette personne, hein, extrêmement longtemps. Hein. Et maintenant, avec le recul, je me dis, mais t'es complètement marbré, mon gars, t'es complètement marbré. Parce qu'en fait, dès qu'il y a une baisse, tu peux pas l'attraper, parce que t'es déjà dedans. Donc tu vois juste ton capital baisser. Alors que quand t'es à moitié dehors, ou trois quarts dehors ou plus, bah à chaque baisse, tu recharges. Avec Et tu le potentiellement, vois comme ne quelque chose serait-ce de qu'un... positif. Et en plus de ça, tu peux recharger sur potentiellement un rebond qui peut être très agressif, très vite. Donc tu peux faire énormément de gains très vite, parce que justement, il y a des gens qui ont survendu sur des moments de panique, comme ce qu'on a eu récemment, le 10 octobre ou il y a quelques temps. Quand tu vois que la hype s'épuise et qu'il n'y a rien qui va, quel est ton intérêt d'être 100% in, à part le pur masochisme? Et aujourd'hui, c'est facile de vous dire ça. Mais à l'époque, ça n'était pas tout autant. Mais en fait, la nuance que je mettrais, parce que ça me semble important, c'est que c'est pas que ça a toujours été inintéressant, c'est que c'est devenu inintéressant d'être trop agressif sur les alts. C'est-à-dire que en vrai, de 2017 à 2021, 2022, être très exposé au marché et notamment aux alts, c'est quelque chose qui t'a beaucoup payé. C'est surtout sur ce cycle où ça change. Ouais, je suis Et du coup, forcément, en fait, les gens ont du mal à s'adapter. Je pense que c'est vraiment ça. C'est que je pense que les gens se sont dit que ça allait être le même cycle en boucle et qu'il fallait juste reproduire les schémas. Et de ce fait-là, ils se sont pris des énormes tartes sur les altcoins. Et après, voilà, ça arrive. Mais c'est juste que c'est comment dire. En fait, moi c'est ça, vraiment le reproche que je peux avoir là comme UFR, c'est que tout le monde voulait les ETF, tout le monde voulait les ETF, ils étaient longs les alts. Une fois qu'on a eu les ETF avec les inflows, ils étaient encore plus longs sur les alts. Et en fait, du coup, tu te dis, mais genre, les gars, vous avez toujours voulu des ETF, on les a enfin avec des inflows de malades, et vous êtes exposés à tout sauf ce truc-là, en fait. Et je pense que c'est ça qui a fait le plus mal aux gens. C'est d'être passé à côté de la performance, notamment de Bitcoin, et même genre peut-être d'Ether sur une certaine fenêtre, grâce aux ETF, et de pas en profiter, de pas comprendre que le cycle a changé, enfin, genre, ça se comporte plus de la même manière.
Après, moi, je pense pas nécessairement qu'on soit en bear market. Et en fait, c'est très marrant de regarder les gens parler de bear market et d'être super agressif sur Twitter quand t'es en stable, en fait. Moi, je suis en stable, mais je pense pas pour autant que c'est un bear market, tu vois. Je suis en mode juste. Le marché, en fait, le problème, c'est que le marché, je le trouve lourd. Je le trouve genre avec moins de force, alors que les marchés US continuent de monter. Ça, pour moi, c'était un peu effrayant. Et après, je me dis, franchement, moi, je crois toujours à un nouvel ATH de BTC ce cycle-là, honnêtement. Ok. C'est juste que là, je pense que le marché, ça va prendre du temps. Il faut qu'il digère, etc. Donc voilà, moi, je me presse pas, je chill. Et je regarde 2 coins, je me prends pas la tête, c'est Hype et BTC, tout le reste, ça m'intéresse pas vraiment. Mais du coup, le fait d'avoir, par exemple, BTC en weekly, hein, qui est sur les EMA 50, on est passé bien en dessous et tout, tu t'en bats les couilles de ça? C'est à prendre en considération, mais c'est pas une règle absolue de bear market ou de trucs comme ça te concernant? Bah, en fait, c'est, en fait, factuellement, actuellement, la price action de BTC est bearish sur toutes les time frames sauf le mensuel, à Sauf la le rigueur. mensuel, c'est ça. Parce que le mensuel, en vrai, t'es toujours une dynamique ascendante avec des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut. Ok. En weekly, les choses ont pas mal changé. Si tu veux remettre ton écran, d'ailleurs, ce sera peut-être plus ouais. intéressant sur ce sujet. Je te challenge parce que, tu vois, moi, j'ai choisi le fonda. Toi, tu as choisi le trading. Mon fonda a eu marché. Aujourd'hui, qu'on se le dise, le fonda, les gens s'en battent les couilles. C'est pas ça qui te fait gagner des sous dans la configuration actuelle des choses. Faut l'accepter. Donc, moi, je te challenge sur le trading en fonction des différentes échelles de temps. Et tout à l'heure, tu nous as montré le mensuel où effectivement, on a eu un rebond sur les 38%. Mais dès qu'on passe sur des échelles de temps plus courtes, ça pue des fesses, quoi. Bah, c'est ça, je regarde dans quel sens sont les EMA. Et je regarde aussi à quel point on a cassé une structure de marché. En fait, pour moi, le moment où j'ai senti que ça puait, c'était ici. Genre. En vrai, le fait que. En fait, pour moi, le truc qui a vraiment pué, c'est le 10-10, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, le 10-10, je sais pas si tu t'en souviens, après le 10 octobre, je t'ai dit, je savais pas trop quoi penser du marché. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, genre ici, j'étais vraiment Ouais. indécis. Et c'est vers là où, genre, là j'ai commencé à me dire, ok, là ça pue. Parce qu'en fait, en gros, factuellement, nous prenons l'exemple ici. Donc, t'avais BTC qui a chassé quelques lots ici. Bon, ok, il fait sa vie. Plus gros time frame, c'est toujours bullish. Il fait des creux de plus en plus haut, notamment au weekly, etc. Là, le 10-10, tu te dis, en fait, c'est qui tout double? C'est soit on a fait cette chasse de malade pour repartir. Et ça part, ouais. Soit, c'est ça. Soit après cette chasse, on commence à stagner et là, on commence à réattaquer les lots. Et le problème, c'est que si on réattaque les lots, bah, à mon sens, c'est plus une chasse, c'est que c'est un changement de tendance et c'est vraiment pour appuyer dans l'autre sens, en fait, tu vois. Et en fait, c'est ce qu'on a vu là. Et en fait, c'est pour ça que je me dis. Et tu sais que quand j'avais mis ces zones-là qui étaient assez larges, quand on était ici, les gens me prenaient pour un fou. Hein. On me disait déjà, waouh, c'est tellement bas et tout. Au final, on allait même plus bas que ça, quoi. Et du coup, maintenant, en fait, ce que je disais, en mensuel, on est toujours dans une dynamique qui est haussière et qui est relativement forte, tu vois. Faut que ça tienne. Parce qu'après, à partir du moment où, pour moi, on commence à vraiment avoir des clôtures sous ce niveau-là, c'est effrayant. En fait, moi, au-delà de la charte, ce que je trouve vraiment effrayant, si jamais on va plus bas, hein, ce qui n'est pas le cas actuellement, c'est que, en fait, ça voudrait dire qu'on aurait presque, on va presque retracer toute l'ascension qu'on a eue avec MicroStrategy et les ETF. Ouais. C'est ça. Avec beaucoup moins d'outflow, en fait. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il a fallu beaucoup moins de sous pour pousser le prix plus bas. Et en plus de ça, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont rentrés et qui sont stuck à un prix qui est probablement inférieur enfin, le prix est probablement inférieur de là où ils sont rentrés, en fait. C'est surtout ça, d'un point de vue ETF, en fait, qui me fait un peu peur. Je vais vous remontrer l'écran. Prix d'achat moyen, stratégie à 74 000 $, si jamais. Je sais pas, ça veut pas charger les graphiques et tout, c'est long. Mais ah voilà. Si, c'est bon. Tu vois, on a commencé en février. Attends, je regarde le prix en février. C'était 40K. On a commencé 45-55, tu vois. Et en vrai, la majorité des flows, enfin une grosse partie des flows sont arrivés à partir du 16 octobre. 16 octobre, donc c'était Trump président. Trump, donc je remonte là. 16 octobre, donc en gros, la majorité des flows, donc en gros, tous les flows qui sont ici, là, sur cette jambe ici, là, tout ça, c'est à partir du 16 octobre. Et ensuite, deuxième jambe à partir du 22 avril.
Et en fait, si tu reviens ici, première jambe ici, deuxième jambe, ok. Mm. Sauf que on a quasiment retracé toute la deuxième jambe. Enfin, on a retracé toute la deuxième jambe. Que d'un point de vue sous, dans les ETF, on est bien plus haut. En fait, c'est comme si on était de retour à 35 milliards d'inflow, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés, qui sont déjà en perte, là, dans les ETF. Moi, ce qui me fait peur, c'est si jamais on va plus bas pour leur faire mal, quoi. Donc, Bah, moi, c'est ce qui me fait peur aussi, c'est que personne n'a eu sa alt-season et il y en a qui restent accrochés à leurs alts coûte que coûte et ça peut faire très mal. Moi, c'est pour ça que j'ai eu un discours dans ma dernière vidéo qui est faites vraiment gaffe sur les alts, quoi. Faites vraiment gaffe sur les alts. tu vas me prendre pour un fou, hein. Mais étonnamment, moi, le graphique de MicroStrategy, pour moi, on est revenu sur des prix qui étaient assez intéressants, hein. Genre là, j'ai racheté du MicroStrategy. Je croyais que tu allais me parler d'autre chose. Mais tu sais que j'ai racheté du MicroStrategy et il y a un pote IRL, il m'a dit, mais tu sais que là, ils vont peut-être sortir de tous les indices. J'étais en mode quoi? Ouais, avec le MSCI, là. Ouais. 15 Donc, c'est un ou peu 16 effrayant. janvier, ouais. 15 ou 16 janvier. Mais voilà, moi je Faut qu'on réfléchis leur explique. à accumuler du micro-stratégie dans cette zone-là, ouais. Faut Parce que qu'on je me leur dis, explique. ça peut être pas mal. Ouais, tu veux l'expliquer ou tu veux que je l'explique ou tu veux qu'on Ouais, passe bah, je vais essayer de l'expliquer, tu me corriges. En gros, pour faire très Vas-y. court, ce serait une loi qui passerait pour des entreprises comme MicroStrategy, c'est quasiment que pour MicroStrategy. C'est que quand tu as une entreprise dont son activité, son bilan a plus de 50% viennent de crypto-monnaies, on peut plus vraiment parler d'une entreprise, mais on peut parler d'un espèce de fonds déguisé ou ETF déguisé ou autre. Et donc, si cette loi passe, bah, MicroStrategy se retrouverait dans une position délicate où il serait forcé de vendre des bitcoins, et on parle de plusieurs milliards de dollars de pression vendeuse, et avec tout l'effet domino que ça pourrait impliquer derrière. Potentiellement qu'il se fasse. Ouais, ça, c'est potentiellement qu'il se fasse sortir de l'indice MSCI World ou même d'autres qui sont liés à MSCI. Et du coup, bah, il y a moins d'afflux d'argent qui rentre dedans et moins d'argent pour faire tenir. Enfin, en gros, ça pourrait mettre Sailor peut-être en difficulté pour lever de l'argent. Enfin, chose qui lui a permis d'atteindre là où il était. Donc, je sais pas. Mais en même temps, je me dis, genre, un fut comme ça dans une zone aussi intéressante graphiquement, en fait, des fois, c'est un peu ce que je cherche. C'est genre des moments où, genre, t'as toutes les news pour faire paniquer et t'arrives sur une zone long terme d'achat. Donc, mais de toute je sais pas façon, trop psychologiquement, je te rejoins à 100%. C'est un niveau de panique extrême, ce qui s'est passé. On a eu d'abord le 10 octobre qui a secoué tout le monde. Et après, on se retape ça, psychologiquement, c'est atroce ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est, en fait, encore une fois, on a parlé de Bitcoin et hype. Moi, je parle juste des alts. Franchement, les alts donnent absolument pas envie, quoi. Il n'y a rien, quoi. Bah, je peux te montrer les totaux. Ouais. Hop, je vais dégager ça. Et je vais dégager ça. Mais du coup, ça, alors je vais commencer par le total. Donc le total, il ressemble à ça. D'ailleurs, je l'ai pas mis à jour ça. Mais du coup, évidemment, on a été retesté. Les 38%, vu que ça correspond à BTC pour la majorité de l'indice. Et on est venu retester la zone de rechargement ici de la continuation haussière, en fait, au final. Donc en soi, une grosse zone, parce que tu as la reload zone ici, plus tu as les 38%, plus tu as un retest du dernier, enfin de l'ATH, de la capitalisation du marché du cycle dernier. Bon, tu as 3 trucs qui s'alignent qui sont assez intéressants. Donc là, en vrai, le graphe, il est ce qu'il est. Faut rebondir maintenant si on veut descendre, enfin si on veut défendre la traîne. Par contre, quand on regarde d'autres graphes, notamment le Total 3 par exemple, là en fait on se rend compte, donc Total 3 c'est la capitalisation du marché crypto en dehors de Bitcoin et d'Ethereum. Et là tu te rends compte que c'est pas du tout la même histoire. En fait tu te rends compte qu'on n'a jamais fait d'ATH en fait sur ce graphique là. Bah oui. Et du coup tu te poses la question de... Genre, en fait honnêtement, genre c'est très bizarre à dire, mais la capitalisation des alts, j'ai soit envie de voir le truc aller à zéro et à ce moment-là, davantage, genre, peut-être acheter ici, soit acheter une sorte de breakout de l'ATH, parce que historiquement, si on breakout l'ATH, genre, c'est probablement qu'on pousse bien plus haut, en fait. Ouais. Sauf qu'à chaque fois, ça mèche, tu vois. C'est ce que tu dis, c'est que là, on a quand même 4 grosses mèches au-dessus de la ligne rouge, parce qu'à chaque fois, il n'y a pas d'impulsion, quoi.
C'est ravalé aussitôt, ciao, bonsoir. Ouais, bah, c'est un peu comme Ether, d'une certaine manière. Enfin, c'est une sorte de bêta d'Ether, mais Mm. donc moi, je suis limite plus intéressé d'acheter un breakout là maintenant, vu qu'on a retesté plein de fois ce niveau-là, ou d'acheter genre une sorte de panique générale. L'achat entre les deux, pour moi, ça me paraît hyper agressif. Bon, après, les alts, elles ressemblent pas exactement à ça, vu que c'est une moyenne de tout. Mais par exemple, tu vois, un graphe comme ça inclut, moi, de ma compréhension, je vais regarder. Total 3, c'est toute la capitalisation du marché crypto en dehors de BTC-ETH. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, genre là, ce graphe-là, qui est relativement bearish, il a quand même inclus le pump de XRP, il a inclus le pump de BNB, il a inclus le pump de Tron. Solana, et il a inclus le pump de BNB, HL. Ouais, Et donc, c'est-à-dire que malgré tout ça, le graphe ressemble à ça. Ça veut dire qu'en gros, tout ce qui est en dehors des noms qu'on a cités, qui sont des grosses capitalisations qui comptent beaucoup dans cet indice-là, tout le reste, elle est à zéro. Enfin, il n'y a pas d'autre explication, quoi. Et quand tu regardes Others, qui est tout ce qui est en dehors du top 10, c'est pire. Voilà, c'est la nébulade. Parce que c'est là où tu vois le vrai indice crypto. En fait, les vrais indices altcoin, je veux dire, donc tout ce qui est en dehors du top 10, il ressemble à ça. Et ça, c'est en gros la gueule des alts au De toute global. façon, le marché, c'est Bitcoin. Hein. Il y a eu des poussées sur Aster hyper liquide, qu'on soit bien d'accord, mais en termes de capitalisation, en termes de capitaux, c'est niet, faut le dire. C'est depuis 2022, les altcoins, c'est de la merde. Voilà. Mais regarde, c'est très simple. Regarde, c'est très simple. Tu regardes, ça, c'est Others divisé par BTC. Donc en gros, c'est la capitalisation du marché crypto hors le top 10. Donc en gros, c'est que les altcoins, divisé par BTC. C'est simple, ça fait bientôt 4 ans que les altcoins sous-performent BTC. 2022. Factuellement, genre. Ah ouais, depuis le top où on a rencontré tous les milliardaires russes, les high stake capital et compagnie au Solana Breakpoint, bah depuis c'est finito. C'est ça. Et c'est pour ça que moi honnêtement, c'est pour ça que je vous bassine avec Bitcoin et aussi avec HL. C'est parce que pour moi ces coins-là sont assez différents. Alors je mets pas hype au même stade que BTC. Hein. Je suis pas devenu fou à ce point-là. Hein. Ceci étant dit, je vois aucun intérêt d'investir autre part en fait. Genre même typiquement Doge grave déçu. Doge, il a même pas fait d'ATH, maintenant il est en train de se faire dessus, tous ces trucs-là, tu vois. Donc moi, quand je regarde, là, c'est la capitalisation du marché crypto en action BTC et Ether face à BTC, pareil, sous-performance. Alors, petite nuance cette fois de ma part, on est en trading, on est en crypto, tout peut changer en crypto. Hein. Il peut y avoir un nouveau projet, un nouveau narratif, un truc vraiment différent. Tout peut aller très vite. Mais là, on monte des tendances de fond, là. On parle pas de... Là, en fait, depuis... Le coin de je sais pas qui peut faire x100, mais ça ne changera pas cet indice-là, tu vois. Ouais, mais moi je parlais pas de ça. C'est que tu vois, on a eu la bulle ICO d'Ether, ça a été la folie. On a eu les NFT, c'était la folie. Mais les meme coins, les agents IA, ça n'a pas retourné un marché. Ça nous a occupé l'esprit quelques semaines, fin. Et ça a été ravalé aussitôt. Et c'est ça la différence en fait. C'est qu'avant on y croyait dur comme fer. On n'avait pas de souci à dire à notre entourage, sur les réseaux, machin, c'est de la bombe. Maintenant, t'as honte. Bah, maintenant, t'as honte. Bah, c'est ça. C'est ça. Ton tonton du repas de Noël qui te disait que ça repose sur rien, bah, t'as plus envie de lui répondre. Non, c'est pas vrai. Tu baisses la tête et tu manges ta dinde. Voilà, tu manges ta dinde et tes haricots. Tu veux un café, tonton? Tu veux nettoyer tes chaussures, tonton? T'as pas un petit billet, tonton? Voilà, et c'est ça la différence fondamentale. C'est que ce qui nous reste, c'est Bitcoin. Il y a un mec qui dit, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun projet français sérieux qui va péter. Bah, quand tu regardes AAV, t'as énormément de français dedans. Quand tu regardes Morpho, t'as énormément de français dedans. Quand tu regardes Euler, je crois, il y a aussi pas mal de français dedans. En gros, tu regardes les plus gros projets DeFi, t'as toujours des français qui sont impliqués dedans, quoi. En fait, le truc, c'est que c'est juste, il y a très peu de français qui se bandent en mode français. Donc c'est compliqué. Alors oui, j'ai cité des réussites, hein, des échecs, il y en a eu un tas, hein, faut pas se mentir. Mais des échecs, il y en a eu un tas dans tous les pays. Genre, c'est pas associé que aux Français. Alors après, le délire de j'investis pas si c'est des Français derrière, frère, chacun fait ce qu'il veut. En fait, ce qui est difficile quand t'entends ça et que toi tu builds par exemple, c'est que genre tu te dis mais genre parce que là je suis français, j'ai pas le droit au bonheur. Mais il y a un fond de vérité quand même. Hein. Bah, je suis en mode là tous les scammers
qui te font des appels, qui sont en Inde, qui sont au Pakistan, qui sont à Dubaï, protégés, ou en Israël, ou je ne sais où. Eux, personne, on dit rien, genre en mode c'est normal, genre il y Mm. a rien. Mm. Mais Bah non, on dit pas rien. On dit pas rien. C'est que nous, on est français, donc du coup, on prêche un peu pour notre paroisse. Mais évidemment que, voilà, hein, il y a de tout. Hein, pour le coup, il y en a pour toutes les origines. Mais c'est vrai que niveau France, en fait, en aux fait, États-Unis, c'est décomplexé le scam, gros. C'est ça la ouais, dinguerie, c'est que t'as des ouais, mecs dans le CT qui scam. Ensuite, ils disent j'ai scam. Ensuite, ils se font oublier 3 semaines, ils reviennent. Ou ils se font oublier genre 6 mois, ils ouais, reviennent. ouais. Tout le monde est en mode bah c'est ok, c'est le ref. Et en fait, tu sais, ce qu'il y a de fou, c'est que je trouve que le crypto Twitter français entre 2017 et fin 2021, il était trop bien. Genre, je le trouvais trop bien, il était trop drôle. Il y avait voilà les trucs. Et il y avait une très bonne éthique, je dirais. Très très belle éthique. Ouais, Et non, il y avait depuis, beaucoup plus de scammers. C'est beaucoup plus facile de scammer. Maintenant, ils sont entre moi, les et, scammers. et depuis, c'est done only. Moi, j'ai vraiment l'impression d'une régression absolue à tous les niveaux sur l'écosystème français. Tu veux dire d'un point de vue Twitter, surtout, non? Ouais, ouais, d'un point de vue Twitter. Bah, forcément, t'as beaucoup de gens enfin, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui switchent en anglais. Mm, Et des gens qui font des choses intéressantes en français, il y en a peu. mm, C'est compliqué. En fait, le problème, c'est que dans ce marché-là, pour être pertinent, en réalité, faut que tu te confrontes à l'écosystème. Et si tu te confrontes à l'écosystème, c'est-à-dire que tu dois parler avec tout le monde. Tu dois aller au conf, tu dois comprendre ça, que tu dois avoir testé les produits de fond en large et tous ces trucs-là. Et qu'en plus de ça, tu dois avoir une éthique et que tu sautes pas sur les premiers trucs qui te rapportent de l'argent, ce qui est tentant, tu vois, quand t'as pas beaucoup mm. d'argent et que tu commences à péter tous ces trucs-là, tu vois. Le problème, c'est que genre, le mec, faut qu'il soit Jésus pour qu'il soit pertinent dans le CTFR, parce que faut qu'il ait une éthique parfaite, faut qu'il ait une expérience de dingue, et qu'il soit prêt à dire, bah, je vais mettre grave du temps dans le CTFR où à tout moment je peux me faire chier dessus. Mm, Donc, enfin, au bout d'un moment, c'est compliqué. mm. En fait, la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui font des trucs qui sont très intéressants et exceptionnels, mais qui ont juste switch en anglais ou qui sont juste même plus dans CTFR, Ah, et tu vois. puis après, price is king, hein, parce que, Je pense à Sam, par exemple, tu vois. Sam, ouais, disons les choses, hein, frérot, price is king, c'est-à-dire qu'un Bitcoin maxi, bah là, avec ce qu'on s'est mangé pendant 4 ans, bah, c'est le nouveau roi du pétrole, parce qu'en fait, tous les alts se sont explosés. Un bon trader, quelqu'un qui a testé des produits bah, type Hyperliquid ou autre, qui a mangé des airdrops et tout, il a l'aura. En ce moment, tu as l'aura parce que tu as été ultra transparent et tout. Et tu vois, à l'inverse, tout ce qui va être fondamentaliste dans mon cas, où ça a marché un temps, parce que tu vois, à l'époque de la baleine et tout, c'était le feu. 2021, on a créé Khan Academy, on a eu une période où les gens voulaient du fonda, ils voulaient pas entendre Picsou parler de trading, sauf qu'aujourd'hui, le fonda, ça paie pas du tout. Et là, ça va que moi, j'ai toujours fait vraiment très très attention à mon éthique, et je sais que j'ai parlé de projets qui ont très très mal terminé, et j'en suis le premier désolé, tu vois. Mais voilà, ça a totalement changé, et là on est parti dans une méta de chasse aux sorcières où tu peux rien faire quasiment. Tu peux rien faire. Parce que le marché bah, en est fait, abject. tu prends des risques, ça paye, t'es le roi du monde, ça paye pas, on te met au fond d'un trou et on creuse ta tombe, quoi. Mm, En fait, moi, honnêtement, ça s'est bien passé pour moi. mm. Et en vrai, j'ai quand même porté mes couilles de T'as partager carrément porté autant de tes choses, couilles, hein. enfin, de manière aussi transparente, c'est chaud, tu vois. Mm. Mais si ça s'était mal passé pour moi, il y aurait plein de gens qui me seraient tombés dessus, j'aurais délarisé Évidemment. tout le monde. C'est-à-dire, tu mets ta réputation et genre en jeu à chaque tweet, genre, c'est quoi l'idée, Mm, tu vois? C'est compliqué. mm. Mais bon, après, moi, je suis d'avis que bah, les gens qui sont vraiment intéressants, intelligents et qui sont en crypto, ils vont dans le CTFR, ils vont dans le CTUS, CT anglophone, ils vont partout, ils cherchent l'info où ils vont, et voilà, tu vois. Des fois, je vois des trucs qui sont intéressants dans le CTFR, très peu, mais il y a 2-3 petits trucs qui sont très intéressants, on les prend, et voilà. Et puis après, sinon, toute l'alpha, en fait, les gens, ils veulent de l'alpha sans passer aucun temps, tu vois. Donc, c'est pour Mm. ça que nous, on essaye de vous faire des récaps. Mais la réalité, c'est que tu peux pas être bon si tu passes pas énormément de temps. Mais en fait, Clairement. la majorité des gens dans CTFR sont super feignants. Ouais. Oui, Bah soit en ils sont fait, super le feignants, truc, soit ils ont juste pas le temps parce qu'ils font autre chose à côté, ce qui est totalement compréhensible. le truc, c'est que Twitter, il n'y a plus rien à en tirer aussi. Franchement, enfin, il n'y a plus rien à en tirer. Tu vois, avant, tu pouvais scroller toute la journée sur Twitter et tu faisais le plein de tickers, de tokens, de machins. Parce que les alts, ça pétait à l'époque. Maintenant, ça pète Voilà. plus. Donc, en gros, tu es obligé de trouver des alphas qui sont Sur des différentes. Telegram, des Discord ou IRL ou Ça. voilà. Mm.
Ça a totalement changé. C'est pour ça que j'ai créé mon Discord récemment, tu vois, parce que en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'étais un peu dans ma bulle, à brasser du vide, et que quand tu fais un Discord ou quoi, bah, t'as des gens qui, tu vois, il y a des gens, ils vont farmer Inc sur Kraken, il y a des gars, ils vont faire du SDA, ils vont faire de la DeFi, ils vont farmer HIP3, ils vont machin, ils vont expliquer ce qu'ils font et tout. Et du coup, ça t'ouvre l'esprit et tu peux parler en direct. Alors que sur Twitter, c'est un peu plus compliqué, quoi. En ce moment, en tout cas. Mhm. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui parlent des X-Tokens dans le chat. C'est un produit qui a été lancé sur HyperEVM. C'est assez intéressant dans le sens où, globalement, ça permet de tokeniser les funding rates du Hype et de d'autres assets et le staking yield, en fait. Donc, en gros, c'est un peu comme Ethena. Ethena, où il y a le USDE qui est un stablecoin. Et par-dessus ça, au-dessus de l'USDE, ils ont ce qu'on appelle le SUSDE, qui est un yield-bearing token. Un yield-bearing token, c'est quoi? C'est un token qui commence à 1 et qui augmente au fur et à mesure dans le temps en prix selon le yield que le sous-jacent capture. Donc, par exemple, si le protocole a fait 10% à l'année et qu'il se base sur un yield-bearing token, bah, le token il sera passé de 1 à 1,10 à la fin de l'année, etc., etc., etc. Comme Syrop, je crois, comme SUSDE, comme voilà. Et du coup, avec les X-Tokens, Linal a créé un yield-bearing token qui s'appelle le X-Hype, qui capture en étant delta neutral, donc sans exposition au marché, dans un sens ou dans l'autre, capture les funding rates du hype en étant long et short en même temps, et le yield du staking grâce à des hypes qui sont stakés via Kinetic sur la partie longue en fait, qui est en spot en fait. Et du coup, ça permet de cumuler les deux tout en n'ayant aucune exposition au marché. Et ça, tokenisé sous forme d'un token qui est disponible cross-chain, que tu peux utiliser à la fois sur l'HyperEVM, mais aussi sur Arbitrum, sur Ethereum et sur d'autres. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous tapez juste Liminal sur Twitter, vous trouverez ça, il y a des explications. Mais pour moi, c'est un des produits, comme j'expliquais en tweet, qui est très intéressant, voire un des plus intéressants pour moi sur HL, parce que il utilise à la fois l'HyperEVM, il utilise à la fois l'Hypercore, il utilise à la fois des protocoles HyperEVM et Hypercore, il utilise les assets de Unit, il utilise les perf market de HL, et il te dégage un vrai yield qui n'est pas un yield plein d'incentives, mais un yield qui est nourri par les inefficiences du marché, notamment les funding rates, et aussi par le yield du staking en fait. Donc en gros, c'est comme un c'est comme un SUSDE, donc qui monte selon les profits qui sont générés par Ethena, mais qui est spécifique à un asset. Donc tu as le X-Hype qui fait cette stratégie delta neutrale qui récupère du yield en spot et en perp sur Hype, mais il y a aussi d'autres qui vont arriver de ce que j'ai compris, notamment XBTC, XETH, etc., qui vont permettre de faire la même chose mais sur d'autres cryptos. Et voilà. Et je pense que ça va arriver un petit peu partout, ouais. Notamment sur Pendle, Spectra et d'autres. Du coup, je te propose d'enchaîner sur l'actu et aussi sur le sponsor de cette émission Gemini, si tu veux bien. Je te laisse partager ton écran. C'est parti. Hop, hop. Confirme-moi que tout est bon. Alors attends. Hop. Normalement, on voit ton écran qui est noir actuellement. Mon écran est noir actuellement. Alors, non. Moi, je vois rien actuellement. Le chat, vous voyez? Ah, le chat le voit et moi, je le vois pas. C'est très bizarre. Ah, c'est bon, ça vient de s'afficher. All good. Ok, carré. Ok. Et bah écoutez, commençons avec le sponsor de cette émission qui est Gemini. Donc Gemini, qui est un des premiers exchanges de crypto-monnaies, qui a été fait par les frères Winklevoss, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, je commence par le petit historique parce que je pense qu'il est important. Vous pouvez taper frères Winklevoss Coin Academy. Vous avez un article qui fait un petit peu portrait de ces persos-là. Alors, les frères Winklevoss, en fait, c'est ceux qui ont pensé à l'idée de Facebook. À l'époque, c'était déjà des entrepreneurs qui voulaient faire des choses sur le web. Donc, ils avaient créé Uconnect. Et ils ont pensé à l'idée de Facebook, sauf qu'ils n'avaient pas les talents en développement pour faire Facebook. Donc, ils ont proposé à Mark Zuckerberg à l'époque de développer Facebook pour eux. Ce qu'il a fait, en fait, il leur a littéralement volé l'idée. Et ils sont partis dans des délires de justice et compagnie très, très, très loin. Et donc, ces gens-là ont quand même ramassé un gros billet dans cette affaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après, avec l'argent gagné grâce à cette vente, on va dire, de l'idée Facebook? Ils sont allés dans Bitcoin. Et ils sont allés dans Bitcoin très, très, très tôt. Donc, c'est, je crois, d'ailleurs, les premiers milliardaires en Bitcoin. Et donc, dans la foulée, ils ont monté l'exchange Gemini. Donc, à la base, Gemini, c'est un exchange principalement pour le public américain.
Vous l'avez vu, on a eu beaucoup d'exchanges qui restaient justement en dehors de l'Europe. Et puis, il y a eu cette histoire de réglementation MiCA, MiFID 2 pour la partie dérivée, etc. Et ben, Gemini sont MiCA compliant et ils sont MiFID 2. Donc, ils se lancent sur le marché européen. C'est pour ça qu'on va vous en parler au travers du site Coin Academy et dans les émissions Masterclass. Et donc, pour moi, vraiment, l'argument qui fait envie de tester la plateforme, c'est la partie tokenized stock. En gros, les tokenized stock, bah, c'est tout simplement des actions américaines que l'on peut... Alors, attendez, c'est pas ce lien que je voulais, c'est celui-ci, pardon. C'est des actions américaines où on peut investir directement sur la plateforme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, c'est des actions américaines qui sont backées par des tokens sur la blockchain. Et donc, quand vous achetez ces actions, vous achetez les tokens. Et ça suit le prix des actions. Donc, de toute façon, c'est la tendance dont vous entendez beaucoup parler, notamment avec les HIP3 pour la partie hyper liquide. Mais voilà, vous avez énormément d'actions américaines disponibles directement sur Gemini. Et leur argument marketing, depuis quelques jours, c'est pour ça qu'on a choisi cette émission pour vous en parler, c'est que justement, à part une petite marge prise sur la plateforme pour l'exécution des prix, il n'y a pas de frais pour l'achat des actions. Voilà. Donc si jamais vous vous exposez aux actions en vendant vos crypto-monnaies par exemple, ou avoir une plateforme qui fait à la fois les actions et à la fois les crypto-monnaies, vous pouvez. Du coup, pas de flat tax entre USDT et token. Alors, on me pose cette question sur la partie fiscalité. Je ne vais pas te dire de bêtises. Je pense que ça dépend des pays et je pense qu'il ne faut pas prendre le fisc pour des idiots. Mais je ne suis pas capable de te dire si en réalité il y a une plus-value imposable ou pas. Donc fais gaffe. Renseigne-toi sur ce sujet-là et essaie pas de prendre le fisc pour un idiot parce que comme c'est quand même des actions derrière, ok, il y a un token, mais derrière c'est des actions. Donc la logique voudrait que ce soit considéré comme À des voir, actions. en fait. Techniquement, ça dépend si tu repasses en fiat ou pas, en fait. Ça dépend si tu passes de USDC, USDT à euro puis ça, ou si tu passes directement de USDC, USDT à action tokenisée. Et selon ça, ça va impacter s'il y a un fait générateur d'imposition ou pas, en fait. Donc après, nous, on a publié pas mal de vidéos sur la partie fiscalité qui sont disponibles sur YouTube, même sur ma chaîne perso et sur d'autres chaînes aussi. Il y a pas mal de trucs qui sont intéressants à ce sujet-là. Mais globalement, c'est l'idée de si vous repassez par la case euro, à ce moment-là, c'est imposé. Tant que c'est pas le cas, techniquement, vous n'êtes pas imposé. Jusqu'au moment où tu cash out et à ce moment-là, tu es imposé. Après, il faut voir dans les textes à quel point ils qualifient certains de ces assets, instruments, comme des actions réelles TradFi ou pas. Parce qu'en fait, vu que c'est tokenisé et que c'est de la crypto, c'est zone grise, comme le disait Capet, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que je pense qu'avec un bon avocat, ça peut passer. Une bonne défense personnelle, ça peut passer. Mais d'un autre côté, je peux pas vous dire, allez-y, feu vert. Et puis, il y a un moment donné, le fisc qui va dire, ah ouais, t'as essayé de me niquer. Et en fait, il te tape dessus. Donc voilà, faites gaffe. Si vous voulez prendre des risques, peut-être que c'est pas sur ce genre de produit qu'il faudra le faire pour éviter de bypasser pendant un certain temps l'impôt. Vaut mieux aller sur des altcoins et rester stablecoin. Altcoin, stablecoin, le temps de ne pas faire de plus-value imposable. Et puis bien sûr, évidemment, si vous faites une plus-value à la fin et que vous repassez en euros, à un moment donné, vous allez devoir payer l'impôt. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir y échapper. Désolé de vous l'apprendre. Vous avez également un produit de staking sur Gemini. Voilà, sur Solana et sur Ether. Si jamais vous voulez faire travailler vos Solana et Ether directement sur la plateforme. Vous avez également la possibilité de trader avec des effets de levier. Ils sont totalement compliant MiFID 2, mais ça, je vous laisserai regarder de votre côté. Et puis voilà, vous avez une centaine d'altcoins disponibles sur la plateforme. Gemini qui va arriver en force sur le marché européen. Donc si jamais vous voulez tester la plateforme et particulièrement la partie tokenized stock, on vous laisse le lien dans le chat, on vous laisse le lien en description et en commentaire épinglé sur YouTube. Et on remercie à Gemini de sponsoriser cette émission et de sponsoriser Coin Academy de manière générale sur des contenus à valeur ajoutée. J'enchaîne un petit peu du coup pour parler du marché, pour parler rapidement sur la partie bulle IA. Alors c'est toujours pareil, je tiens à faire une précision importante. Les spécialistes de la finance ont toujours des arguments pour vous dire que ça y est, la bourse va s'effondrer parce qu'il y a une bulle. Ça fait depuis la nuit des temps qu'il y a une bulle. On a eu la crise de 2008, on nous a dit que ça allait être la fin du monde, on a recover la crise de 2008 et on est allé dans des bulles encore plus excessives. Et en ce moment, la bulle, elle est clairement autour de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, c'est la donnée, c'est le pouvoir.
et que les grands gouvernements, comme ils peuvent plus tirer dessus, comme ils le faisaient avant, bah, pour gagner la guerre économique, bah, ils utilisent l'informatique et plus particulièrement maintenant l'intelligence artificielle. Donc il y a un vrai sujet qui est le sujet de l'intelligence artificielle. Et les Américains, pour maintenir leur lead, leur impérialisme, se servent aussi de ce narratif tech et intelligence artificielle pour entretenir justement toutes ces actions. Donc je pense notamment à Nvidia, Google maintenant avec Gemini, Microsoft avec Anthropic, et j'en passe. Le truc, c'est que voilà, ces valeurs tech, elles commencent vraiment à avoir des valorisations absolument délirantes. Ça devient du grand n'importe quoi et de plus en plus de spécialistes se disent à un moment donné, peut-être qu'on va aller trop loin dans la spéculation sur les valeurs tech et que ça va nous péter à la gueule. Évidemment, c'est un sujet, tous les ans vous l'entendez, hein. Avant l'IA, c'était autre chose, hein. On vous disait Google, toutes les GAFAM, c'était trop, etc., par rapport au monde réel. Mais voilà, ce risque, il existe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Nvidia a énormément de pression sur ses épaules, d'une certaine façon. Parce qu'Nvidia, c'est une entreprise qui fait de plus en plus de marge, qui fait de plus en plus de revenus, parce qu'elle a une position ultra dominante sur l'intelligence artificielle. Elle en arrive même à un point où, en fait, son activité historique de gaming ne pèse plus grand-chose dans le bilan. Ils en arrivent même à un stade où ils vont se poser la question de même plus faire de cartes graphiques petites et moyenne gamme et se concentrer que sur du haut de gamme, parce qu'en fait, autant augmenter les marges comme des cochons, on s'en bat les couilles, voilà. On en arrive même à un stade où il y a une telle demande sur le hardware pour l'IA, pour les data centers et compagnie, que la RAM est en train d'exploser. Je sais pas si tu as vu ça, Léo, mais la RAM DDR5, elle a doublé de prix. Tout ce qui est SSD, SSD NVMe, c'est en train d'exploser. Tout le monde est en train de paniquer parce qu'en fait, les ventes de PC, du coup, si les prix explosent, bah, ça va chuter, ça va être mauvais pour les Asus, MSI, machin. Et à côté de ça, il y a aussi des rumeurs comme quoi toutes ces entreprises tech type Nvidia mentiraient un petit peu sur leur ballon pour faire grossir les chiffres pour que justement la musique continue. Et que d'un autre côté, bah, si en fait Nvidia annonçait des résultats qui étaient vraiment pas bons et que ça paniquait sur les marchés, ça pourrait faire un crash extrêmement agressif sur les marchés très vite. En fait, le Chose qu'on voudrait problème, c'est éviter. que Nvidia est est très très pondéré dans le S&P 500 par exemple, qui est globalement ce dans quoi beaucoup investissent. Donc je vais essayer de retrouver ah voilà, je vais vous trouver une page qui vous montre ça. Hop, je vous partage mon écran. Ouais. Hop, je sais pas si on voit mon écran. Mais voilà, Oui. dedans, on retrouve surtout du Nvidia, Apple, Microsoft. Alors, il n'y a pas les pondérations exactes. Faudrait que je retrouve Companies by Weight. Ouais, bien Voilà. vu ça, je connaissais pas ça. Putain, Et 7%. en fait, ok. mais Bien. je me demande si c'est même pas plus, mais disons que c'est 7%. C'est-à-dire qu'en gros, Nvidia, c'est beaucoup d'IA, Microsoft, beaucoup d'IA, Amazon, c'est beaucoup lié à l'IA aussi avec AWS, etc. Google, ils investissent de malade sur l'IA, Meta, c'est full IA, Tesla, c'est full IA. Donc en gros, genre, t'as probablement 30% du S&P 500 qui est genre très représenté dans des boîtes qui sont associées à l'IA. Alors évidemment, elles font pas que l'IA, hein, faut être clair. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand Nvidia fait 7% du S&P 500, forcément une variation ou un mauvais résultat sur les earnings, etc., à ce moment-là, c'est compliqué. Et le problème, c'est que ça peut se propager. C'est-à-dire que genre, si Nvidia va mal, est-ce que les autres qui sont aussi sur la narrative IA vont pas ralentir parce que c'est soit des gens qui vont fournir des services à Nvidia, soit c'est Nvidia qui leur donne des services mais qui du coup rapporte peut-être moins, enfin je sais pas, enfin à voir, mais en gros il y a une grosse concentration dans le S&P 500 dans des boîtes, enfin dans ces mastodontes qui sont très orientés IA. Donc c'est pour ça que ça fait un peu peur à tout le monde. Après, est-ce que ça va aller à zéro? Est-ce que ça va dump massivement et tous ces trucs? Honnêtement, c'est trop compliqué à répondre. En fait, le truc, c'est que, vas-y, tu vois, à chaque fois, on nous dit c'est la fin du monde, et à chaque fois, le S&P, tout le reste, il fait ATH sur ATH. Bah oui. Tu fais quoi face à ça? Enfin, genre, techniquement, par exemple, ça, c'est le S&P. En fait, je pense que la dinguerie qu'on réalise pas, c'est que, genre, par exemple, moi, j'étais sur Google. Là, j'ai acheté du Google, j'ai tout vendu à 300, je crois. J'avais acheté du Google pendant avril, tu sais, pendant la truc des tarifs. Ouais, pendant le crash des tarifs. 153.
Gros, en moins d'une année, j'ai fait 100% de perf sur Google. Ah ouais, tout à Je, fait. et ça, c'est le cas pour deux trucs que je hold. Apple, pareil, j'ai fait un plus 50% quasiment. Amazon, c'était moins. Putain, Robinhood, ça avait pris 50% aussi. Nvidia, j'avais acheté pendant le crash, pendant le crash des tarifs, c'est tout, Entre 100 et autour de 120. 100. On est Mm, monté à 200, on a fait x2 en moins d'un an. mm. Et même quand tu regardes l'US 100, genre on est passé de 17 000 à 24 000. Bon, après, il y a Trump, il a fait ses affaires, etc. Mais globalement, en moins d'un an, tu as une perte de 46% sur le Nasdaq 100 et sur le S&P, genre sur ce dip-là, tu as plus 35%, quoi. Ouais. Non, mais Euh, en plus, ce qu'il y a d'absolument. Annualisé, t'es sur des pertes de malade, genre. Ce qui- Genre là, t'es à plus 23% en 2024, plus 23% en 2023. Waouh, tu vois, genre c'est costaud, En quoi. fait, ce qu'il y a d'absolument fou, c'est que là, Google Gemini 3 est trop bien. Genre que ce soit génération d'images, l'IA et tout, elle déglingue ChatGPT. Moi, ChatGPT, j'y mets presque plus les pieds. Je fais que Google maintenant. Et Nvidia, mais À quel point c'est mieux? Désolé de te couper, mais parce qu'en fait, moi, j'ai pas ça, encore testé Gemini 3. je trouve quand exemple, je lui dis, trouve-moi un site ou une interface en ligne pour avoir les achats de MicroStratégie dans le temps. Il a trop bien sourcé. En fait, je trouve qu'il source mieux ce que je lui demande. Il comprend mieux, même avec des prompts mal construits, il comprend mieux, il source mieux. Et après, pour la partie génération d'images, pour faire des miniatures YouTube où tu lui donnes une ancienne miniature à toi, tu dois échanger des textes ou quoi, tu choques. Franchement, tu choques, frérot. Donc, je vais l'utiliser de plus en plus. Et en fait, je me suis retrouvé à avoir accès à la 3.0 parce que je paye Google Drive. Tu sais, j'ai 2 Tera à l'année, je paye 100 euros à l'année. Et en fait, du coup, c'est compris dedans. Donc, du coup, j'étais trop content. Et autre parenthèse, Nvidia. Alors, Nvidia, tu me montres la charte en même temps. Nvidia, les gars, moi, je suis un des plus gros bandeurs de Nvidia. Si j'avais pas eu les cryptos dans ma vie, je serais actionnaire Nvidia. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que déjà avant l'IA sur la partie gaming, c'était des plus 30, plus 70% de performance à chaque génération tous les 2 ans. Donc c'était vraiment à chaque fois des gros booms de performance. Ensuite, on a eu le mining de crypto, souvenez-vous, où vraiment il déglinguait AMD, sauf sur certains tickers. Et maintenant, on a le boom de l'IA avec un patron qui comprend des choses. On est du niveau de Steve Jobs à l'époque de l'informatique, c'est-à-dire qu'il nous explique que on passe d'un monde avec des codes, avec des if-else ou voilà, de l'intelligence artificielle où en fait, tu as un besoin constant de puissance de calcul pour adapter à une demande avec plus ou moins de précision en fonction du modèle, etc. Donc ce besoin de puissance de calcul, il est exponentiel. Et c'est pas qu'un argument marketing, c'est factuel. Et au fur et à mesure qu'on va entraîner des modèles, qu'on va créer des use cases, etc., on va avoir besoin de plus en plus de puissance de calcul. Et lui, il est là pour nous dire, forcément en bon vendeur de tapis, hein, moi, je vous fournis la meilleure technologie pour ça, et de très loin. Et Intel et AMD, ils sont dans le rétroviseur, il a même 2 ou 3 tours d'avance sur le circuit, tu vois. Donc en fait, Nvidia a un boulevard. Et franchement, factuellement, qu'on se le dise, de toute façon, tous les spécialistes vous le diront, il n'y a même pas un instant de concurrence. Tu vas pas avoir genre une entreprise chinoise qui va arriver et qui va mettre une déculottée à Nvidia. C'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Le savoir-faire hardware comme le savoir-faire logiciel, il est à des années-lumière de tout ce que peut faire la concurrence. Donc, en fait, la seule chose que pourrait mal faire Nvidia, c'est de prendre un pari trop risqué de plusieurs dizaines d'années qui coûterait beaucoup trop d'argent, comme ce qu'a fait Intel à l'époque d'Intel versus AMD. Parce qu'Intel avait une position monopolistique, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont préféré vouloir moins investir dans la recherche et plus faire de marge, alors qu'NVIDIA, c'est l'exact inverse. NVIDIA, dès qu'ils font de la marge, ils réinvestissent massivement dans la recherche. Ils font pas la même erreur qu'Intel. Donc NVIDIA, ils ont vraiment le boulevard, en fait. C'est permaboule. Franchement, je ne vois pas un monde actuellement. C'est terrible, hein. Je ne vois pas un monde où NVIDIA peut corriger plus que ça, à ce stade. Comment ça, plus que ça? Bah, en fait, je vois pas comment ils peuvent faire des erreurs tellement il y a de demandes sur tous les produits qu'ils ont, en fait. Bah après, c'est toujours le fondamental vs, le prix, tu vois, dans le sens où peut-être le fondamental, pendant qu'on stagnait, il a fait ça,
et ensuite le prix il a décalé, et puis le fondamental, je sais pas, il a stagné, il a truc, et puis après, genre, il a fait ça, et en fait, t'as un constant décalage, tu vois, et donc c'est pas parce que genre la tech est super bonne que le prix peut pas corriger. Enfin, Ouais, puis même de ce point de après, vue-là, je suis d'accord avec toi. Ouais. il y a aussi le contexte de, en fait, pour que ta boîte elle performe, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent acheter, tu vois. Genre si l'économie elle se casse la gueule, qu'il y a du chômage massif, que après c'est compliqué à avoir la narrative IA. Enfin, pour moi l'IA c'est tellement big Mais pour c'est l'avenir plus que que genre l'IA, c'est. c'est aussi du calcul Après, on a 3D, tu tellement vu vois. des trucs se retourner, tu vois, genre les IBM, comme tu t'expliquais, les Intel, genre il y a tellement de boîtes qui étaient too big to fail qui au final se sont fait retourner. Donc voilà, après moi, je sais pas, franchement, moi j'ai toujours pas mal d'expositions au TradFi, mais j'ai pris des profits récemment parce qu'en fait, je me suis tout simplement dit que faire plus 100% en 6 mois ou 7 mois sur Google ou sur Nvidia, ça m'allait très bien, quoi. Ah, Et évidemment. peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire ça aussi, tu vois. Donc, je sais pas. Évidemment. C'est sûr, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'y vois vraiment du prisme fondamental. Mais juste, tu vois, Nvidia, c'est l'IA, mais c'est aussi le calcul 3D. Donc, dès que tu fais des films, des jeux vidéo, des séries, des pubs avec de la 3D, bah, Nvidia, ils sont trop forts, tu vois. C'est aberrant, en fait. Ouais. C'est Et surtout, toutes les aberrant. IA qu'on utilise aujourd'hui tournent sur du Nvidia, quoi. Bah oui, mais ça pourrait tourner sur du Intel et sur du AMD, mais c'est juste ils sont tellement loin derrière, ça mettrait beaucoup de En temps. fait, le problème, c'est que, en fait, une fois que genre ton produit il est intégré partout, c'est facile pour tout le monde de l'utiliser, parce qu'en fait, vu que tout le monde l'utilise aussi à côté, genre, en gros, genre les équipes tech, genre, elles savent comment installer tous ces matériels, comment les utiliser, comment les optimiser. Et du coup, en fait, t'arrives à un moment où en fait tout le monde t'utilise et genre c'est juste plus facile de passer par toi, tu vois. Et genre Mais c'est ils font tout en et mieux, au gros. final c'est un peu la même chose comme genre enfin là j'abuse et je pars en couille, mais genre tu vois Gmail, Google Agenda, c'est un truc où genre tout le monde l'utilise et genre vu que tout le monde l'utilise, genre maintenant tout le monde a la flemme de migrer, tu vois. Bah, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais là où c'est vraiment violent avec Nvidia, c'est que, tu vois, par exemple, tu joues à un jeu vidéo, tu as le DLSS, c'est Deep Learning Super Sampling, c'est un truc où ça va te permettre de vraiment réduire la charge sur la carte graphique et améliorer la qualité de l'image en temps réel. Et leur modèle, il bousille Intel et AMD, mais vraiment, il les bousille complètement. Et quand tu fais de l'accélération matérielle pour du montage vidéo et tout, pareil, c'est de la grosse frappe. Et en fait, à chaque fois, ils sont trop forts. Là, par exemple, je suis en train de live. Vous voyez, j'ai rien derrière moi. J'ai une IA qui enlève le background et qui rajoute un fond. J'ai une IA qui traite ma voix en temps réel pour que vous n'ayez pas trop l'écho de la pièce où je suis, que vous n'entendiez pas mon réfrigérateur, vous n'entendiez pas ma femme à côté. L'IA, elle est partout, tu vois. Et ça rend trop bien. Et ça rend trop bien, ça fait Carrément, péter les plombs, en carrément fait. l'IA elle a mute ta femme, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc voilà. Voilà, voilà. On va continuer sur l'actualité, du coup. Tu me dis quand on voit mon écran. Ouais, je remets ton écran. Alors, je vois là. Hop, merde. Voilà, donc tout ça pour dire, Non, ça devrait être bon. Bulle de l'IA, Désolé. c'est... Attends, je coupe. C'est juste j'ai du lag quand je clique sur le bouton. Voilà, là c'est bon. Bulle de l'IA, ça inquiète, évidemment, à prendre en considération, mais voilà, les discours de c'est la fin du monde des Olivier Delamarche et comment ça s'appelle, Charles Gave, que j'adore, hein, Charles Gave. Hein. Gaffe, voilà. Parce qu'à les écouter, la fin c'est demain. Sauf que S&P c'est ATH sur Après, ils ont pas ATH. si tort pour la France. Ouais, ça c'est autre chose, je suis d'accord. Ensuite, de toute façon, c'est ce qui est dit là, hein, le paradoxe de Nvidia et la peur de la correction. T'as quand même énormément d'intérêt pour Nvidia, quoi. Bref. Ensuite, t'as Kraken qui passe la barre des 20 milliards de dollars. Alors, ils sont pas encore en bourse, mais ils ont déjà levé à 20 milliards de dollars de capitalisation. Je sais pas si vous vous rendez compte, on commence quand même à avoir des capitalisations qui sont énormes entre Coinbase, Kraken, Gemini et tout. Ça commence à taper des milliards et des milliards. Je me demande même, est-ce que ce serait pas trop pour ce marché, tu vois, des fois. Bon, bref. Ensuite, on a Aave qui dévoile son app mobile. C'est simple. Alors, j'ai beaucoup aimé le tweet de Mark Zeller à ce sujet-là. C'est que tu vois, Bullrun de 2021, les BlockFi, Celsius et tout qui ont mal fini, ils avaient un avantage, c'est que c'était très simple d'arriver sur l'app, déposer des dollars ou des stablecoins et d'avoir un rendement annualisé. Et en fait, ils ont voulu reproduire un peu le même principe où tu as une application mobile, voilà, sur iOS, et tu fais travailler ton fric et tu peux avoir jusqu'à 6,5% de rendement. Là, ils disent 9% dans la vidéo, carrément. Et tu peux avoir voilà, un bon pourcentage sur ton pignon, quoi.
Tout simplement, avec une sécurité apparemment d'1 million par personne en cas de problème. Moi, j'ai voulu rejoindre, mais t'es encore en liste d'attente, en fait. Ouais, c'est encore en whitelist. Donc, mais clairement, en fait, même moi, en tant que crypto-native, c'est le genre de produit que j'aimerais bien utiliser, sur lequel j'aimerais bien mettre mes mains, tu vois. Parce que, en fait, c'est ça qui manque. C'est que ta daronne ou ton père puisse avoir un truc intelligible entre les mains, où il faut pas bac plus 18 en crypto pour comprendre, et où tu mets un coup d'Apple Pay ou un coup de CB, et puis ça part, quoi, tu vois. Alors que, genre, aujourd'hui, s'il faut lui expliquer qu'il faut ouvrir un compte sur un exchange, puis déposer de l'argent, puis ensuite transférer sur la bonne blockchain, avoir des frais de gaz, alors t'oublies pas ça et ça, enfin, c'est compliqué. Mais moi, dans ce délire-là, je vois bien Phantom percer. Alors, je sais pas si t'es allé sur le site de Phantom, mais en gros, ils ont lancé quelque chose qui s'appelle... Cash, machin, là Phantom Cash, ouais, ça. Ouais, clique sur leur mort, ouais, ça. Et ça, pour moi, ça a un potentiel d'être big, parce que du coup, Phantom font leur stablecoin. T'as des balances et du vrai cash dans ton Phantom Wallet. Et ensuite, tu peux interagir avec la DeFi sur toutes les chaînes. Il y a une CB qui arrive. Genre, En fait, moi, je me dis, Phantom, pour moi, c'est probablement une des marques les plus à même de convertir des gens qui sont novices, en fait. Et c'est pour ça que je crois pas mal en ce qu'ils font. J'ai eu des appels récemment avec eux où ils me parlaient de ça et tout. Et en vrai, je suis assez optimiste sur ce qu'ils font. Surtout qu'en général, c'est très beau, c'est très UX, etc. Mais voilà, c'est de ça dont on a besoin. Et je pense que AAV va clairement dans ce sens-là. Même sans être un wallet, ils font les choses bien. Donc j'ai hâte. Et j'espère qu'il y aura plus de DApp qui iront dans ce sens-là, tu vois. C'est sûr. En fait, c'est compliqué parce que, en fait, AAV, c'est pas... il filtre beaucoup, tu vois. C'est pas Morpho qui fait une app et genre c'est la fête du slip dedans parce que t'as des curators qui font n'importe nawak, et puis de l'autre côté t'as des curators qui font ça super proprement. Globalement, genre quelqu'un qui n'y connaît rien en crypto peut arriver dans des trucs qui sont très complexes, alors que AAV en soi décomplexifie en proposant très peu de choses, très peu d'assets, mais en les filtrant. Donc après, c'est deux approches qui sont différentes, qui sont tout aussi intéressantes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que AAV, ici, passe de protocole infrastructure à marque plus engagée avec le retail mainstream, crypto, peut-être. Néobank crypto. C'est ça. Alors après, il y a tout le monde qui nous parle de la sauce néobank, etc. On a vu ça récemment avec Plasma. Du coup, il y a Etherfi aussi qui font des choses intéressantes dans ce sens-là, et t'en as plein. Mais en fait, t'as beaucoup de bullshit, en fait. Et du coup, je suis curieux de voir ceux qui vont rester. Mais clairement, aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir une carte crypto, quoi. C'est un truc que je vois souvent revenir dans le chat. D'ailleurs, dans le chat, vous êtes beaucoup à avoir une carte crypto ou pas? Je m'en rends pas du tout compte. Physique ou virtuelle avec Apple Pay et tout, hein. Peu importe. Mais est-ce que vous utilisez les cartes crypto? Ouais, j'avoue. Bonne question. Alors, dans mon chat, j'ai du nom. On a un Newsisp, ouais. Ok, je connais pas trop Newsisp, j'avoue. Ah, d'ailleurs, il y a Desblocs qui vont lancer un jeton. Ouais. J'ai vu que ça parlait de Desblocs dans le chat. Moi, j'utilise pas mal Desblocs et je kiffe bien. Et du coup, j'ai bien utilisé. Et un airdrop, du coup, je suis en mode, c'est maxi bénéf. Hein. Bah oui, pareil. ça fait plaisir. C'est pour ça que j'ai répondu miam sous le tweet. On m'a dit, ah non, encore un jeton. Bah écoute, frérot, moi, on me le donne, je le prends. Hein. Voilà. J'enchaîne un petit peu. Donc, ouais, le Chicago Board Option Exchange qui va lancer des contrats longue durée sécurisés. Est-ce que tu serais bien d'expliquer ça, Léo? Parce que j'ai peur de raconter des conneries à ce sujet-là. En vrai, c'est stylé. Bah, moi, de ce que j'ai compris, ils veulent faire comme les perps, en gros. Ouais. C'est-à-dire que c'est genre, en gros, c'est ça de base, les perps. C'est des contrats futures qui, genre, expirent et sont renouvelés constamment. Moi, de ce que j'ai compris des perpetual swap. Et du coup, bah, pour moi, ils essayent de reproduire ça, actuellement. Sauf que là, on est sur une durée de 10 ans. C'est ce qu'ils appellent le continuous future. Ouais. C'est ça. Donc, c'est une sorte de perp, hein, qu'on se le dise. Full régulé. Vous pouvez long, vous pouvez short, vous n'avez pas besoin de wallet et vous n'avez pas besoin de détenir les crypto-monnaies. Donc ça facilite pas mal les choses.
Après l'or papier, l'or physique, et ben on a le Bitcoin papier et l'Ethereum papier, et ça va être full bulle spéculatif sur des actifs. Et ça va être de plus en plus le dérivé qui va pousser les prix. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je me permets. J'ai sorti une vidéo voilà, qui s'appelle Faut-il encore investir ou c'est foutu. Et à un moment donné, dans cette vidéo, je parle justement du poids des dérivés par rapport au spot sur le marché. Alors, je me permets... Voilà, donc ça doit être ça... Non, ouais, j'ai pas mis tous les liens, je crois. Non, ça, c'est les trésoreries. Zut. Oui, voilà, bon. De toute façon, j'ai l'image à l'écran. Le spot n'a pas beaucoup évolué depuis le bull run de 2021. Par contre, l'open interest sur les dérivés, voilà, c'est CoinGlass, du coup. CoinGlass. Crypto Futures. On a fait x4, quoi. Tu regardes bull run de 2021, on montait à 55 milliards de dollars d'open interest. Aujourd'hui, on a plus de 200 milliards. Donc, c'est vraiment les dérivés qui poussent les prix, quoi. Aujourd'hui, on est moins. Là, si tu regardes aujourd'hui, du coup. Ouais, maintenant, on est beaucoup moins. Mais oui, c'est énorme. Mais c'est normal. En fait, ça se structure, tu vois. Il y a plein d'acteurs qui maturent autour de ça, qui buildent des options, qui buildent des perps, qui buildent plein d'instruments, en fait, qui permettent de spéculer sur le prix. Donc, c'est la suite naturelle des choses. Ah, c'est ton moment. On va parler du coup du mode croissance sur Hyperliquid, qui est en fait une incitation à aller faire du volume sur les nouveaux projets HIP3, quoi. Alors, pour expliquer, du coup, le mode croissance, il réduit de 90% les fees d'un marché. Pour le coup, c'est que dans le cas des marchés HIP3. Donc là, par exemple, tu peux cliquer sur n'importe lequel, vas-y. Ouais, Nvidia. Vas-y, celui-là, vas-y. Et du coup, si tu regardes à droite, en dessous du bouton Connect, à droite encore. Ouais. En dessous. Ouais. Ah ouais. T'as estimated fees. Et du coup, voilà. Donc en gros, genre sans même les fees tiers, si tu mets des ordres limites, tu payes 0,003% de frais. Ouais. Donc en gros, c'est globalement zéro, quoi. Ouais. Et du coup, avec ça, Monad. c'est ce growth mode, c'est... alors là, c'est un active spot, c'est encore différent. Ouais, mais déjà en spot, voilà, 007, 004. C'est 10 fois plus cher, quoi. Voilà. Et je me mets sur Starknet, par exemple, voilà, 0004. Ouais. Donc c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc en gros, c'est comme si tu tradais les stocks de manière gratuite. Enfin, c'est vraiment ridicule comme frais. Et en fait, le growth mode, alors juste pour expliquer, ça s'applique que au HIP3 market. Et il faut que le déployeur, donc ceux qui ont déployé les marchés, donc là il y a TradeXYZ actuellement, Ventures et Felix, je crois. Donc ces trois-là, ils doivent opt-in. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils doivent accepter d'activer le mode. C'est pas quelque chose qui est forcé pour tous. Okay ? Mais c'est ceux qui ont créé ces marchés-là qui décident ou non d'opt-in dans ce mode. Et du coup, l'objectif, c'est quoi ? C'est de réduire les fees, donc de stimuler la demande et de pousser les gens à davantage trader et adopter ces produits-là parce que ça coûte infiniment moins cher. Et globalement, comme le dit Dawanda dans le chat, c'est imbattable d'un point de vue prix et frais. Je pense que vous payerez jamais aussi peu. Et en fait, c'est bien que les frais soient aussi faibles, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu relou, mais aussi positif dans un autre sens, c'est les funding. En fait, les funding rates, pour des actifs qui sont beaucoup moins volatiles que les cryptos, ça coûte vite très cher. C'est-à-dire que, en soi, quand tu as une position perp sur BTC et que tu es longue, par exemple, tu vas payer à peu près 10 à 13% de la taille de ta position par an. Okay. Donc, ça veut dire, si tu restes un mois, tu payes 1%, ça va. Pourquoi ça va ? Parce que Bitcoin varie, il a une volatilité qui est énorme. C'est-à-dire que peut-être en un an, Bitcoin, il peut faire x2, x3, x4, x5. Et donc, si tu fais x3, x4, x5, c'est pas très grave de payer du funding dessus parce que tu es largement remboursé. Tu as des énormes variations. Là où, par exemple, sur le XY600, je t'invite vraiment à filtrer par volume, en fait. Hein, parce que là, tu vois les valeurs. Voilà. Là, tu as le XY600 qui est globalement le Nasdaq 100. Et le Nasdaq 100, c'est un truc qui prend 20% par an. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était 23% sur l'année dernière et 23% sur l'année d'avant. Un truc comme ça. Et du coup, quand tu as un asset qui monte de 23%, mais que tu dois payer 10% annualisé de funding, ça coûte cher en fait. Donc après, évidemment, tu n'es pas sur les produits dérivés et les perps pour hold des positions indéfiniment. Mais du coup, si vous holdez pas les positions et que vous jouez plutôt des moves du type scalping ou intraday ou swing sur quelques jours, quelques semaines, bah, ça rend le produit super compétitif, quoi. Donc je trouve que c'est bien qu'ils aient fait ça. Et je pense que c'est tout ce dont on avait besoin pour
améliorer et accélérer la croissance des HIP3. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement le futur d'Hyperliquid et que s'ils réussissent à faire marcher ces marchés HIP3, bah pour moi, ils ont triplement gagné. Parce qu'en fait, Ils sont là, posés. ce que ça nous montre, c'est que personne n'arrive à la cheville de HL d'un point de vue pur trading crypto. Et donc là, ils sont en train de remettre une distance, on-chain du coup, et là, ils sont en train de remettre une distance sur des nouveaux actifs. Donc en vrai, c'est vraiment big. Et moi, honnêtement, là, ce qu'ils sont en train de faire, pour moi, ça va devenir un standard. Maintenant, sur les DEX, tu le vois de plus en plus. Mais pour moi, à horizon 1 ou 2 ans, tous les DEX, ils ont du trading on-chain d'actions, soit via dérivés, soit en spot. Et c'est pour ça que je vous disais que vraiment, le pont TradFi crypto, sur ce cycle, c'est un truc de malade mental. Et ce qu'on voit là sous nos yeux, là, pouvoir trader Nvidia, Google, etc. en collatéral crypto, donc stablecoin, là, ici pour le coup, c'est un truc, on en parle depuis des années. En 2017-2018, je me disais déjà à l'époque, imaginez, on avait ci et ça, et puis on tokenise ici, et puis là c'est concret en fait. Donc après, c'est pas tokenisé, c'est des marchés perp, mais je pense que tôt ou tard, on va avoir des actions tokenisées, et là, ça va devenir très intéressant. Et surtout, ça va devenir très intéressant si tu payes moins de frais à le faire sur HL que le faire sur Interactive Broker ou le faire à un autre endroit, quoi. Et je pense que ça va, une fois que le pont TradFi crypto il sera encore plus fort, ça va créer des arbitrages et je pense qu'il va y avoir des gros acteurs qui vont se positionner et du coup ça va rendre les marchés encore plus liquides parce qu'il y a encore plus de gens qui vont se placer sur ces marchés. Donc je pense que d'ici quelques mois, vraiment on peut atteindre des niveaux qui sont ouf. Et le truc c'est que s'ils arrivent à gagner leur pari sur ça, HL, ça veut dire que techniquement ils peuvent avoir, donc à la fois ils ont un token où si le prix baisse et qu'il y a de la volatilité, bah, il y a du buyback qui est fort, mais en plus de ça, le vrai problème de la crypto, c'est qu'une fois qu'on arrive dans un bear market, bah, les gens ne savent plus quoi foutre de leur oseille, donc soit ils font rien, soit ils le sortent de la crypto et ils le mettent en TradFi. Donc là, en fait, l'intérêt, c'est que bah, en fait, t'as des marchés qui resteront intéressants et attractifs, peu importe comment la crypto va d'une certaine manière. Alors évidemment, les gens qui trade sur Hyperliquid, c'est des gens qui sont crypto-natifs, et donc c'est des gens qui ont des cryptos, donc si les cryptos baissent, on peut penser que c'est des gens qui vont perdre de l'argent et donc ils auront moins d'argent à trader sur ces marchés-là. Mais je pense que les gens pourraient le voir d'une manière un peu différente et je pense que ça va être un sale quart d'heure pour les altcoins, parce que si maintenant on a accès à la finance traditionnelle via crypto, en fait... ça va faire un tri qui est encore plus énorme. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, il y a plein de gens qui achetaient des altcoins par dépit parce qu'ils n'avaient pas accès à la finance traditionnelle et aux actions et aux Nvidia parce qu'ils voulaient rester full crypto. Mais maintenant que, en fait, on y a accès, c'est-à-dire qu'on n'est plus non plus obligé de constamment shitcoiner et qu'on peut aussi accéder et spéculer. Pourquoi acheter un truc de merde quand tu peux spéculer sur une vraie boîte, quoi. Clairement. C'est ça, en fait. Clairement. Et du coup, ça va pour moi rehausser les standards des tokens en crypto. Parce qu'en fait, vu que le tri sera encore plus fort et plus violent, c'est-à-dire qu'il va rester que les trucs qui sont vraiment très très bons à la fin. Tout à fait. Donc ça va être BTC, ETH, token d'exchange, Hyperliquid et bonne chance. Et Solana, pourquoi pas? Moi, Solana, j'attends de voir, mais c'est juste que là... Moi, j'arrive pas à y croire, Solana. Là, c'est dur. Là, c'est vraiment dur. Donc à voir. Ensuite, alerte risque quantique sur Ethereum. Alors, je voulais en parler rapidement. Pas trop de quoi s'inquiéter, mais c'est un sujet, en fait, Vitalik en a parlé à la conférence, mais c'est un sujet dont il parle depuis très très longtemps. C'est simplement qu'on commence à avoir de gros progrès sur l'informatique quantique et que potentiellement, il y aurait un risque sur des attaques précises, sur des algorithmes de hachage et autres précises, algorithmes cryptographiques, risque de piratage, voilà. Et ça voudrait dire que si ça arrive, bah, que potentiellement des vieux wallets crypto, des vieux protocoles puissent se faire pirater avec vol de fonds, donc c'est pas bon. Et le fait même qu'on puisse l'envisager, c'est déjà pas bon. Donc ce que dit Vitalik, c'est bon, bah, le risque il existe, donc il faut intégrer des technologies post-quantiques sur Ethereum pour que on puisse rassurer les gens et leur dire Ethereum ne craint pas la menace quantique. Voilà, c'est pas un sujet tout frais. En réalité, ça fait longtemps qu'ils bossent dessus. C'est pour ça aussi qu'Ethereum est pensé modulaire, c'est de pouvoir remplacer brique par brique Ethereum avec des technologies post-quantiques. Et c'est notamment déjà le cas avec Ethereum 2.0, c'est-à-dire l'Ethereum en Proof of Stake en 2022, comme on en a parlé avec Abdel. Et on aura normalement un live mercredi soir avec Abdel, peut-être mercredi 17h, pour parler notamment de tout ça, de Starknet, de BTCFi, etc. Ensuite, petite mauvaise nouvelle sur la partie
réserve stratégique d'entreprise. On a la société FG Nexus, qui était visiblement une société qui avait du mal à trouver une certaine activité en bourse, qui a lancé son narratif réserve stratégique, on achète des Ethers, patanda. Et en fait, là, ils se retrouvent dans une position où ils vendent leurs Ethers pour buyback en urgence leur action. Est-ce que ça va les sauver? Probablement pas. Et c'est quelque chose qui risque d'arriver avec beaucoup d'entreprises, parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fait le move de manière un peu opportuniste, mais tout le monde n'est pas MicroStrategy. Voilà. Tout le monde n'est pas MicroStrategy, et la charte parle d'elle-même. C'est absolument aberrant. Surtout que là, on est à 100 millions de market cap, à ce rythme-là, ils vont se faire sortir de la bourse. Autre promo, excusez-moi. On a Ledger qui fait une grosse promotion Black Friday. Alors, ça va durer jusqu'au 21 décembre, mais on vous en parle dès cette semaine. La plus grosse promo, elle est principalement sur le Ledger Nano X, qui est un appareil qui fonctionne aussi bien en Bluetooth qu'en USB, donc qui fonctionne avec votre smartphone, Android ou iOS. Il est à moins 50%, on passe de 149 € à 74 €. Donc voilà, si jamais vous voulez un hardware wallet, excusez-moi, ici ça affiche les prix en dirhams parce que je suis à Dubaï, mais si vous voulez un hardware wallet que vous pouvez transporter avec vous, ou en guise de backup parce que vous aviez déjà un hardware wallet, et si jamais vous voulez en avoir un deuxième parce que vous voyagez ou autre, n'hésitez pas à profiter des promotions. Donc pour ce qui est du moins cher, vous avez le Nano S Plus qui était à 49 € déjà depuis quelques temps. Il est toujours à 49 €, mais en plus de ça, on vous donne 10 $ de cashback en Bitcoin, donc vous avez un prix d'Ovien à peu près 40 €. Donc c'est donné pour sécuriser ces cryptos. Et vous avez des gros cashbacks sur les modèles Flex et Stacks. Vous avez 80 $ de cashback sur le Stacks et 70 $ de cashback sur le Flex si vous voulez un produit un petit peu plus premium que le Nano Gen 5. Mais moi, franchement, pour le coup, désolé, Ledger, si vous m'écoutez, moi je préfère vraiment le Nano Gen 5. Ok, il n'y a que 10 $ de cashback, mais le prix est moins cher. Alors, il est moins bien niveau design, mais côté usage, je trouve le Nano Gen 5, il tabasse tout. Donc, en vrai, voilà. Si vous voulez sécuriser vos cryptos, Nano S Plus, si vous avez vraiment un très 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 petit budget, que vous manipulez quasiment pas les cryptos. Nano X, en ce moment, à 74 €, ça vaut largement le coup parce que vous pouvez vous en servir avec votre smartphone. Donc voilà, si vous devez rapidement faire des swaps depuis votre smartphone, c'est hyper pratique. Et sinon, si vous utilisez beaucoup les cryptos et que vous voulez vous faire plaisir, pour moi, c'est Nano Gen 5. C'est vraiment un énorme banger. J'ai fait une vidéo sur la chaîne de Coin Academy à ce sujet. Je trouve vraiment l'appareil trop bien, perso. Voilà, vous avez la vidéo là. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Coin Academy, n'hésitez pas à le faire. Vous avez les rediffusions des masterclass et vous aurez des contenus bientôt sur ce qui va arriver, puisque là, je reprends la forme et que j'ai bien envie de vous faire des vidéos, les potes. Voilà pour les actualités. Est-ce qu'on prendrait pas les questions du chat? Si, très chaud de couper mon écran et prendre les questions du chat. J'avais d'autres trucs de noter, mais honnêtement, on est déjà sur une émission bien dodue. Donc on fera des lives à part. Juste, on a commencé l'émission, Monad était à 2,5 milliards de market cap, il est actuellement à 3,7 milliards de dollars. Il semblerait que... Attention à la manipulation. Voilà, donc si vous avez des questions, le chat, est-ce que vous démarrez en crypto? Est-ce que vous êtes là depuis longtemps? Est-ce qu'on peut vous être utile? Analyse de Picsou, on l'a fait en début d'émission, tu peux la retrouver sur la rediff. Mais pour faire très court, peut-être un bottom local sur Bitcoin, puisqu'on a bien fait souffrir les gens. Peut-être. Ouais, ça, moi je suis majoritairement en stablecoin, j'ai racheté un petit peu de hype, j'aimerais bien racheter un petit peu de BTC potentiellement. Voilà, je surveille, je me prends pas la tête, je vais pas me mettre sur des alts de zinzin, je focus que sur BTC et hype, ce qui m'a plutôt bien réussi jusqu'à maintenant, donc je reste dans cette trame. Aster, je m'étais positionné dessus, après je me suis fait SL, donc écoutez, dommage. Aster Coded. Non mais Aster, il avait bien run et ça m'étonnerait pas qu'il re-run honnêtement. C'est très possible. Je sais pas, en fait, c'est le moment où on en parle le moins qui m'intéresse le plus. Donc, Picsou, t'as buy à 29 en spot ou pas le hype? J'ai mis des ordres scale, comme j'expliquais, entre 18 et 33 ou 34, un truc comme ça. Là, j'ai une moyenne d'entrée à 31 et quelques. Je patiente. Vous utilisez Pendle? Alors moi, j'utilise pas au quotidien, mais je devrais. Apparemment, il y a plein d'opportunités qui sont intéressantes. Et au-delà de ça, je pense que c'est un des produits les plus intéressants en DeFi. Parce que de 1, c'est très différent. Et de 2, ça peut vraiment te permettre de te couvrir sur des assets. Parce qu'en fait, tu peux vendre leur yield. Enfin, du coup, Pendle sépare le principal token et le yield. Et du coup, ça te permet de spéculer sur le yield à venir, en fait, simplement. Ou de verrouiller un yield à une certaine maturité.
Ce qui est très utile, puisqu'en fait, tu peux juste dire, bah moi, écoutez, je suis OK de prendre 5% maintenant, et je sais pas, dans 3 mois, quand le contrat expire, bah j'aurais eu un 5% d'APY sur ce que j'ai mis. Alors 5% d'APY, c'est pas plus 5%, donc c'est 5% sur la durée du contrat, enfin du marché sur lequel tu t'es positionné. C'est très intéressant. Pendle, j'utilise un petit peu, Morpho, j'utilise un petit peu, mais moins. Parce qu'il y avait moins de produits qui m'intéressaient dessus pour l'instant. Après, c'est pas mal avec le système de curator. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de shitstorm. Je pense que vraiment, Morpho, tout n'est pas acheté. Je pense qu'il y a évidemment des gens Franchement, qui font c'est de la merde stylé. Il y a dessus. beaucoup qui s'en servent. Et t'as notamment Gemini qui propose de faire travailler ses stables en passant par des vols morpho. Bah ouais, non, Morpho, c'est clean. T'as Fluide, Gemini. j'utilise pas, je connais pas spécialement. Enfin, j'en ai entendu parler, mais j'ai On a jamais une vraiment analyse ultra qui arrive sur le site. Faut que je la relise pour Fluide. On a Fluide et on Pendle, le token fait a mal, j'ai Meteor. pris cher. Ouais, bah j'ai vu ça passer. En fait, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui tweetait sur ça et c'est très vrai. En vrai, Pendle est intimement lié avec Ethena, en fait. Parce qu'en fait, ce qui a permis à Pendle de scale récemment, c'était beaucoup les PT, les YT de l'USDE sur plein de chaînes différentes avec des systèmes de points, d'incentive et plein de trucs. Donc voilà. Et puis en vrai, donc c'est les yield bearing tokens, les stablecoins et tout ce qui est les systèmes de points. Souvent, c'est une opportunité pour les gens d'essayer de farmer des points en brûlant de l'argent. Parce que vu que tu spécules sur le futur yield, en gros, ça te permet d'avoir des multiplicateurs sur les points que tu aurais eu en ayant une certaine somme, mais en déployant beaucoup moins de capitaux. Désolé, c'est pas simple à expliquer. Mais Pendle, en gros, c'est intéressant pour soit verrouiller du yield en avance sur des actifs que tu détiens, soit globalement pour spéculer sur le yield à venir, dont les points de certains protocoles. Et donc les mecs, ils se disent, bah, peut-être que les points, ça va me rapporter X et ça fera X% d'APY. Or, le YC, il est à X% d'APY, mais il est en dessous de l'autre APY. Ok, ça vaut le coup. Et à ce moment-là, je brûle de l'argent pour avoir des points, par exemple. Ou dans le cas d'un PT et que tu veux verrouiller de la ligue, bah, par exemple, je sais pas, j'ai de l'Ether, et bah, ou je sais pas, j'ai de l'USDE, et bah, je peux m'assurer d'avoir un X% de rendement sur mon USDE pendant cette durée-là. Voilà, typiquement, c'est ça le PT. Pour Fluid, il sera listé sur Coinbase demain et ils sortent leur V2 ce mois-ci. Je connais très très peu, je connais pas assez. Solana, Hype, BTC, Aster, c'est les quatuors gagnants. Moi, j'aurais sorti Solana et Aster. J'aurais laissé que Hype et BTC. Mais en fait, sincèrement, j'ai peur de passer pour le fou du bus. Hein, mais moi, Solana, j'arrive pas à y croire. D'un point Non, de vue mais token, je veux dire. ça s'entend. Uniquement d'un point de Frérot. vue prix. Ouais, Parce qu'en ouais, fait, ça s'entend. c'est pas, encore une fois, c'est pas parce que genre, je pense que le prix va baisser, ou en tout cas qu'il m'intéresse pas, que pour autant je souhaite du malheur à Solana et je pense pas que ça va continuer à bien marcher dans l'écosystème. C'est plus que, je sais pas, je vois moins d'upside comparé à d'autres choses et beaucoup moins de Ah ouais. certitude. Genre, Le, j'ai beaucoup moins de certitude dans BTC, enfin dans Solana par rapport à BTC. Et en termes d'upside, je pense qu'il y a un meilleur upside potentiellement sur Hype avec un risque équivalent. Ce qui peut sonner fou, mais pour moi, hold Moi, je suis du d'accord. Solana, c'est un risque assez proche de. Enfin, c'est moins risqué que hold du HL, mais quoique. Non, non, ça l'est autant, voire Donc, plus. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Solana, factuellement, à l'époque, que tu n'avais pas les layers 2 et tout, c'était un banger. C'était pas cher, c'était rapide. On nous a promis Fire Dancer, scaling et tout, ça traîne la bite. À côté de ça, au niveau perp dex, absolument rien au niveau. Au niveau DeFi, bah, la DeFi, elle se passe pas vraiment sur Solana. Vous allez sortir des protocoles, mais elle se passe sur Ether. Donc Solana nous fait une petite crise d'identité. Aujourd'hui, t'enlèves Pump Fun, c'est chaud quoi. C'est même très chaud. ouais, c'est Donc, même très, 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 très chaud. Ouais. donc mais cette crise d'identité, c'est commun en crypto. Ça a pu l'être avec l'Ethereum quand Solana est arrivé ou quand ça Solana, il patinait y a un un peu sur les x5 à R2. prendre en achetant à $100. Bah, peut-être, moi j'en suis pas si sûr, en tout cas, perso. Ça dépend sur combien d'années. Hein. Ouais. Je sais pas, moi Solana, en fait, tu trades des shitcoins et moi je trade pas les shitcoins en fait. Je dis pas ça en Bah mode ouais, méchamment, je dis juste genre c'est du trading de low cap en vrai. Ou genre d'un truc qui va exister une semaine, 2 semaines et après ça s'éteint quoi. Enfin, moi, clairement. des gens autour de moi qui trade sur Solana pour en vivre, ou en tout cas qui ont tradé sur Solana pour en vivre, j'en connais plein. Et ça fait des mois qu'ils me disent qu'il y a pas grand chose à foutre. Hein. Bah oui, parce que les tranchées, Pump Fun et compagnie, tu sais, j'ai passé pas mal de temps récemment à regarder tu sais, tout ce qui est Axiom, GM, GN,
pas de Ray Terminal, et puis t'en as plein qui lancent leur terminal. T'as même Phantom qui a lancé un terminal de trading de meme coin. Et en fait, les dés sont totalement pipés. Enfin, t'as même si vous allez dans la catégorie crypto, surtout, je vous verrai des gars trader des meme coins. Et en fait, ça n'a aucun sens, si ce n'est qu'ils s'envoient les tickets entre eux, ils font semblant de découvrir le truc et de le voir pumper, etc. Mais en fait, c'est que de la manipulation pour vous enculer. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. De toute façon, c'est pour ça que vous voyez absolument aucun jeton de Pump Fun maintenir sa capitalisation et avoir des grosses capitalisations, parce que c'est que de l'enculade. C'est the human Mais centipede. en vrai on parle de Solana et tout, mais Base, c'est un peu tristouné aussi, non? Ah, c'est horrible, gros. C'est même same shit. Et en plus de ça, Jess, là, le gars qui parle Jesse, des créateurs avec coin et le tout, compte il noir, fait très 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 pitié. Hein. Je suis dur dans mes propos, mais le gars a des comportements et envoie les gens au charbon. C'est pas digne de Coinbase. Il leur fait plus de mal que de choses, hein, si je peux me permettre. Bah non, mais en fait, il a fait plein de bonnes choses. C'est juste que la spéculation autour des creator coins s'est poussée vers des gens où genre les tokens n'ont aucun fondamentaux. Genre, enfin, c'est genre tu pousses, genre t'es là, tu pousses les gens à shitcoin. Genre, après, vas-y, tu vois, il faut tout pour faire un monde, peut-être. Ouais, mais il a du sang sur les mains, frérot. Il a du sang sur les mains. Mais en Moi, plus, je trouve c'est que même les pas mecs pour comme s'enrichir lui. c'était quoi, 0x Bread ou Bread de Mega ETH qui est beaucoup plus intéressant en tout cas, qui sonne beaucoup plus intelligent, où tu lis des trucs qui t'apprennent des trucs, quoi. Mais après, encore une fois, Mega ETH, stylé et tout, mais aucune app significative dessus pour l'instant. Ouais, Euphoria Noise, à voir. Et puis, alors, je voulais vous en parler. Tu sais, GTE, qui devait être un petit peu le hyperliquid de Mega ETH, ils font leur propre L2. Ils disent Nikomook à Mega ETH. Super. Donc, coup dur. Hein. Coup dur. Hein. Ouais. Bah, c'est ça, en fait. C'est que, genre, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que, genre, tout le monde est hype pour le lancement d'une nouvelle chaîne, mais, genre, personne sait ce qu'il va y foutre dessus. Genre. Bah, et là, actuellement, c'est la même chose sur Monad, et ce sera la même chose sur Mega ETH dans un certain temps, je pense. Bon, après, Mega ETH, ils ont l'air de faire les choses de manière un peu plus intelligente. Il y a tout le délire de USDM, donc le stablecoin de Mega ETH qui a été créé en collaboration avec Ketena, où il y a une fenêtre de quelques jours là pour rentrer, je crois. Pour deploy, je crois, il y a 250 M potentiellement de mint, enfin à mint. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit pas d'accord avec Base, il y a pas mal de trucs à aller faire en DeFi. Bah, franchement, autour de moi, je connais personne qui, au quotidien, va sur Base. Mais après, les gars, je suis tellement biaisé. Ouais, on va nous dire il y a Aérodrome, là, à la limite. Ouais, mais là, je vais y aller pour faire quoi, là? Bonne question, frérot. On va acheter des agents IA. Tu peux dire la même chose d'autres L2, tu vois. Ouais, genre, en vrai, tout ce qui est morpho, AAV, avec peu de frais, voilà. Mais en vrai, c'est la même chose que Arbitrum, un peu, non? Bah oui. Genre Arbitrum, il y a même plus de market size sur AAV que sur Base. T'as pas de changement. Après, Morpho est très big sur Base, je crois. Je crois que c'est Morpho qui est vraiment big sur Base. Puis t'as pas d'altcoin. T'as pas d'altcoin qui ont brillé grâce à Base, en fait. Hein. Des shitcoins, truc court terme, quoi. Ouais. Ah, si, à l'époque, Ventuals et tout, c'était pas lié à Base? Je sais plus. Si, mais maintenant, Ventuals, ils sont aussi sur Solana, Virtuals. Donc, si tu veux... Ça devient quoi, d'ailleurs, ça? Bah, t'as eu quelques alts qui ont repris récemment, mais dès qu'on s'est bouffé le crash du 10 octobre, ça a calmé tout le monde. Hein, vous avez essayé Babylon sur BTC? Non. Moi, j'ai pas testé. Non, en BTC Fi, j'ai rien fait du tout. Je suis traumatisé, moi, depuis les histoires de drop BTC sur multichain et tout. Je sais qu'il se passe des trucs intéressants avec Starknet, notamment. Alors, je fais la parenthèse, grand écart Starknet, où tu peux utiliser ton BTC pour sécuriser le consensus de Starknet et choper du yield. Ok. Mais voilà. Et c'est quoi je demande au chat, mais c'est quoi le TLDR de ce qu'a lancé Eric Larchevêque? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Parce que nous, on va dig évidemment après, mais je suis chaud d'avoir vos avis à chaud là. Bonne question. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui en parlaient dans le chat. En gros, c'est un Bitcoin Treasury, c'est un stratégie français, ils disent. Ok. Mais il y a une rediff ou un truc comme ça Oui, mais il y aura. Ok, après, tu as un système d'adhérents où tu dois faire une cotisation de 500 balles. Et en gros, c'est des super adhérents pour discuter politiquement avec différents États. Ok, pourquoi pas. Ouais, en gros, il veut faire la franc-maçonnerie. Malin, donc il veut faire la franc-maçonnerie, mais sauce Bitcoin, en fait.
Enfin, du coup, c'est pas une société discrète, mais en gros, voilà, tu as une grosse trésorerie, et puis tu as des adhérents qui payent une cotisation, donc comme la franc-maçonnerie. Et puis après, tu as un pouvoir de lobbying pour aller voir des États, pour tout ce qui est visa, projet immobilier et compagnie. Ouais, c'est The Bitcoin Society, quoi. C'est la loge de Eric Larchevêque, quoi. Bah, GG à lui, hein. GG à lui pour les travaux. Ok. Ok. Bon, on va surveiller tout ça. Bah écoutez, je pense qu'on rentre dans le format, comme dit Sam. Et bah écoutez, merci à tous d'être venus sur le live. Ça fait très plaisir. Encore désolé de ne pas pouvoir mettre la cam et d'avoir eu des petits problèmes au début. Mais voilà, on installe le nouveau setup. Et puis voilà, prenez soin de vous, faites attention, prenez pas trop de risques. Tranquille, les gars, il y aura des opportunités. Tout à fait. Tranquille, les filles aussi. Je suppose qu'il y en a peut-être quelques-unes ici. Mais bref, prenez soin de vous. Passez une bonne fin de soirée. Et on se retrouve très vite. C'était Capet, c'était Picsou. Tchuss. Ciao tout le monde, merci beaucoup.